J'ai un magistère banque finance de l'université de Paris-Assas, trésorier de l'ONA, un master en finance, l'un des premiers à avoir obtenu le MSTA. J'ai passé le Series 7, le FSA, le Rex Trader. Tu vois, tous ces concours, pour moi, c'est de la rigolade. Et là, je me rends compte que la finance, en fait, t'as beaucoup de comportements moutonniers. Je conseillais des gérants de portefeuille très connus, qui géraient des milliards, et les gars, en fait, comprenaient pas ce qui se passait. Ça m'a mis sur les médias. Tout le monde voulait avoir l'avis d'un spécialiste. Je suis devenu quasiment une star. Les gens me reconnaissaient dans la rue. Et là, je me retrouve dans la bagnole du président. Je suis assis à côté de lui. On prend un jet privé. Je pouvais même pas prendre le métro. Tu vas dans un café, Monsieur Cabage, votre avis sur le CAC 40. Tous ces grands traders n'utilisez pas l'analyse fondamentale. D'ailleurs, Ed Kiyota, il disait fundamentals. Les fondamentaux, il ne faut pas les prendre au sérieux. Alors, la personne qui va me dire l'analyse fondamentale est supérieure à l'analyse technique, moi, ça m'énerve, cette incompétence et peut-être même cette malhonnêteté intellectuelle. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec donc l'incroyable Tammy Cabage et directement, donc, je vais te laisser te présenter et aussi, donc, comment tu vas, Tammy? Ça va très bien. Merci pour l'invitation, Benjamin. Tu veux que je me présente? Présentation, okay. Parcours, palmarès et après alors, on enchaîne. Rapidement, je suis Tammy Cabage, j'ai créé la Tekel en 2010. J'ai écrit plusieurs bouquins, 7 livres, plus de 100 000 livres vendus. Et surtout, il y a une chaîne YouTube qui a été créée en 2010. D'ailleurs, c'est à travers cette chaîne YouTube que tu m'as connu, c'est bien ça? Exactement. On va en parler plus tard. Il y a une vidéo qui t'a marqué, qui t'a poussé à passer à l'action. Et cette chaîne YouTube, il y a près de 80 millions de vues, pas loin de 3000 vidéos, donc c'est assez énorme. Alors Tammy, j'aimerais que tu présentes donc ton parcours en finance, ton palmarès et les étapes qui t'ont amené donc là où tu es aujourd'hui. Donc tu as fait des livres, tu as une énorme chaîne YouTube, vraiment elle est incroyable. Et j'aimerais vraiment que tu fasses la chronologie en termes de date, donc depuis les années 2000 jusqu'à maintenant. Waouh. Tu veux que je fasse ça? Ouais. Ok, on y va. Déjà, pourquoi je me suis intéressé à la finance? Je me suis intéressé à la finance parce que pour moi, je viens du Maroc. D'accord. Et je ne suis pas issu d'une famille aisée. Moi et mes 2 frères, on dormait dans une même chambre. Alors, je ne vais pas faire le malheureux, etc. Classe moyenne. Mais voilà, classe moyenne bas de la classe. Du Maroc. Ça veut dire pauvre en France. Il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Et donc, pour moi, en fait, les études, c'était une manière de réussir. Je n'avais pas trouvé ma voie. À un certain moment, il y a un Égyptien, prof égyptien, qui nous donnait un cours en anglais sur la finance et il nous a parlé des Golden Boys. Moi, je ne connaissais pas ce monde de la finance. Et il nous a dit, les Golden Boys, c'est des gens très intelligents, brillants, qui gagnent beaucoup d'argent. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui m'intéresse. Et j'ai commencé à lire plein de bouquins sur la finance. Là, on parle des années 90. Hein. Et j'ai commencé à lire plein de bouquins, Market Wizards, Les sorciers des marchés, bouquins de George Soros, L'alchimie de la finance. Et tous ces bouquins m'ont passionné et m'ont fasciné. Ça, je me suis dit, waouh! Tu vois, il y a un autre monde et tu n'as pas besoin d'être pistonné. Tu n'as pas besoin d'être un fils à papa. Tu peux commencer de zéro et réussir dans ce milieu. Et donc, ce que j'ai fait, je n'avais pas beaucoup d'argent, j'avais rien. Et je me suis dit, OK, comme je n'ai pas de fric, quelle est la meilleure manière de réussir? C'est de faire des études. Et de faire des études poussées. Donc, j'entame des études en finance. J'ai un magistère banque finance de l'université de Paris-Assas, un master en finance, et j'ai passé plein de diplômes professionnels. Je suis également l'un des premiers à avoir obtenu le diplôme d'analyse technique à Londres, l'un des premiers francophones français à avoir obtenu le MSTA en 99. À l'époque, je pense qu'il y a Thierry Béchu, je ne sais pas si tu connais, il a écrit un bouquin. Livre, j'ai lu entièrement. Et je pense qu'il y a 2-3 personnes qui avaient ce diplôme, donc on était très très peu nombreux, donc je dois être l'un des premiers. Et pourquoi l'analyse technique? Parce que c'est important de revenir sur le pourquoi, hein. Pendant mes études, tu sais, les études de finance, on te parle de marché financier, on te parle d'efficience. Tu es face à des théoriciens, des professeurs qui t'expliquent que les individus sont rationnels, la finance est efficiente, toute l'information qui est, comment dirais-je, disponible, elle est contenue dans les cours, à l'instant T donné. Et donc, à partir de là, tu te dis, en fait, c'est impossible, et c'est ce qu'ils te disent, impossible de battre les marchés. Mais il n'y a pas été mention d'analyse technique, de psychologie, etc. Or, quand je lisais les bouquins des sorciers des marchés de Jack Schwager, tu voyais que tous les traders, Paul Tudor Jones, Richard Denis, Etsy Kota, exact, tous ces grands traders n'utilisaient pas l'analyse fondamentale. D'ailleurs, Etsy Kota, il disait fundamentals. C'est de la rigolade. C'est pas les fondamentaux, il ne faut pas les prendre au sérieux. Et donc, tu voyais 90-95% des traders qui utilisent l'analyse technique, et à l'université, on te disait le contraire. Et là, je me suis dit, c'est bizarre.
Tu vois? Et donc, ça m'a poussé à m'intéresser à l'analyse technique. Et donc, à l'époque, pendant mes études, alors que j'étais fauché, j'ai acheté un logiciel d'analyse technique. Ce logiciel d'analyse technique, c'était Winix Pro. Ça n'existe plus. Mais à l'époque, ça m'a permis d'analyser des graphes. Et tu vois, et il y avait l'Internet, mais tu vois, genre des années 90, c'était un truc de fou. On devait être en 97, 98. Et là, en fait, je commençais à analyser des graphes. Je commençais à appliquer ce que j'avais appris dans ces bouquins. Et là, je me disais, l'analyse technique, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un domaine qui me fascine. Et tous les grands traders, toutes les méga stars, que ce soit Steve Allen Cohen, Paul Tudor Jones, etc., utilisent l'analyse technique. Et j'ai envie de devenir très, très bon dans ce domaine. Et j'ai envie de travailler dans ce domaine. Et donc là, je commence à envoyer des CV. Et tu sais, le monde de la finance, surtout en France, Londres, c'est beaucoup plus ouvert. Mais en France, c'est vraiment un milieu de fils à papa. Tu peux avoir les diplômes parce que de piston. Okay. C'est-à-dire, moi, je voyais des gars avec moi, genre, comment dirais-je, il y avait un gars, sa mère était directrice de la communication d'une grande banque française, son père DG d'une grande banque française, et lui, aujourd'hui, il est gérant de portefeuille dans une grande banque française. Mais tu vois, il y a une sorte de cooptation. C'est-à-dire, tu es fils d'eux. Et il n'y avait que ça dans ma promotion. Donc moi, je devais être le seul fauché ou l'un des seuls fauchés. Et donc, comment réussir? Pour réussir, c'est très simple. Il fallait bosser plus que les autres. Il fallait avoir et apporter plus de valeur que les autres. Ce qui fait qu'à un certain moment, je croise un gars de mon magistère, de ma formation, et il me dit, tiens, je viens de passer un entretien dans un cabinet d'analyse technique qui est sur les Champs-Élysées. Je lui dis, ah ouais, c'est quoi le nom de ce cabinet? Il me dit, c'est BBSP. Je dis, ah super, j'ai envie d'y aller. Et j'y vais. Je vais à l'entretien. Et il se trouve que bon, j'étais tellement costaud par rapport aux autres. Moi, j'avais lu tous les bouquins. J'avais un logiciel d'analyse. En fait, j'étais vraiment costaud. Alors que mes camarades, ils s'en foutaient. Ils savaient qu'ils allaient être pistonnés. Moi, je savais que j'avais pas le choix. C'était soit je réussis, soit je réussis. Mais j'avais pas le choix. Et donc, en fait, c'est le fait d'avoir lu des bouquins, le fait d'avoir des logiciels, le fait d'avoir investi dans ma formation m'a permis d'obtenir un stage au sein de BBSP. Et là, en fait, moi, je me suis dit, waouh, je vais être face à des génies, des stars, Et là, je me rends compte que la finance, en fait, a beaucoup de comportements moutonniers. Je conseillais des gérants de portefeuille très connus qui géraient des milliards et les gars, en fait, ils comprenaient pas ce qui se passait. Et ils me disaient, Tammy, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Fondamentalement, c'est pas logique. Et moi, je disais, mais tu vois, le mec, je sais pas, il devait avoir 40, 50 piges, il gère des milliards, et il me dit, fondamentalement, je comprends pas. Et je me dis, mais tu as lu des bouquins, tu t'es formé. Je comprenais pas l'incompétence de personnes à de très hauts niveaux, très diplômés de Centrale Paris, etc. Je comprenais pas cette incompétence. Et à un certain moment, j'avais même conseillé le big boss d'une grosse banque anglaise, c'est un Français, polytechnicien. Et le gars, il y a eu un crack. Et moi, je l'avais dit, le marché est baissier. Et lui, il m'appelait, il me disait, mais comment tu peux dire ça si ta prévision est exacte, donc fondamentalement, c'est catastrophique. Je lui ai dit, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est ce que je vois sur un graphe. Et donc, cette expérience, elle était très riche parce que j'ai été confronté à des cadors de la finance. Et en même temps, je me suis dit, mais en fait, ces cadors, ils ne sont pas si impressionnants que ça. Alors, quand tu les regardes à la télé, etc., tu as l'impression que c'est des cadors. Mais dans les faits, les gars, ils avaient peur, ils avaient des émotions. C'est ce qui a inspiré mon premier livre, Psychologie des grands traders. C'est en voyant ces gens-là, diplômés des meilleures écoles, qui gèrent beaucoup d'argent, qui travaillent dans les meilleures banques, et tu les vois dominés par leurs émotions, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est pas ce qu'on nous enseigne. Et là, moi, ça m'a fasciné. Là. Le côté psychologique m'a fasciné. Donc, je suis resté chez BBSP. Mais du coup, est-ce que c'est pas le fait qu'ils ont fait que la théorie donc, de l'école pour ensuite donc, arriver au centre d'analyse et vous avez fait tout simplement donc, la plateforme de trading d'analyse technique pour s'entraîner. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont passés par l'école, comme ils sont appris que le marché est efficient, ils ne peuvent pas donc envisager une seule seconde que le marché peut faire preuve d'irrationalité. Et pourtant, ça arrive très souvent. Encore une fois, il y a des actions, le marché continue de monter, pourtant les fondamentaux, c'est suivre, réévaluer, et ça continue. Parce que c'est l'offre et la demande. Ils payaient un abonnement, les gars. Et l'abonnement, c'est 100 000 euros, plusieurs centaines de milliers d'euros par an. C'est des Goldman Sachs, des JP Morgan, etc. C'est pas rien. Ils payaient des abonnements, des gros abonnements. Et là, tu te dis,
OK, ils payent un abonnement, mais ils n'ont pas fait l'effort de se former. Pour moi, c'est ça. Et alors, bien sûr, tu as par exemple une boîte comme Accenture. Elle fait quoi? Elle fait du conseil, du consulting. Tu as plein de boîtes de consulting et ils gagnent des milliards et des milliards en faisant du consulting auprès d'entreprises. Donc, les entreprises ont recours à ces conseils. Donc, ces traders, en fait, ils se disaient, OK, moi, je ne suis pas un expert de l'analyse technique, je vais recourir à ces cabinets d'analyse technique. Mais ils ne le disent pas publiquement. Okay. Ce qui est marrant, c'est que, par exemple, il y avait un gérant avec lequel j'avais entretenu une très, très bonne relation. Et le mec, un jour, je le vois sur Bloomberg et il disait, moi, j'utilise que l'analyse fondamentale, je ne crois pas dans l'analyse technique. Et le mec, en fait, c'était l'inverse qu'il me disait au téléphone. Il me disait, quand on ne comprend rien, on a recours aux analyses techniques. Je t'appelle parce que je ne comprends rien. Et là, je me suis dit, mais quel faux cul, quelle hypocrisie, tu vois. Et c'est ça. Et surtout, ça, c'est surtout en France. En France, en fait, il y a comme un blocage, tu vois. Il y a ce côté grosse tête des grandes écoles qu'on a beaucoup moins ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, Steve Allen Cohen, c'est l'un des meilleurs traders au monde. Il utilise l'analyse technique. Il ne va pas s'en cacher. Au contraire, il avait recruté, je pense à l'époque, il avait recruté, alors j'ai oublié le nom, mais un gros analyste technique. Et cette analyse technique, il le payait des fortunes. Et en fait, c'était ouvert sur le New York Times, sur le Wall Street Journal. Ils en parlaient, quoi. C'est tranquille. Ils s'en cachaient pas, quoi. Ils s'en cachaient pas. Il n'avait pas honte. En France, le mec, il suit mes conseils. Mais après, non, je ne fais pas d'analyse technique. Et là, je me suis dit, c'est étrange. C'est étrange, ce comportement. Mais ça, c'est la différence anglo-saxon. Les anglo-saxons sont très pragmatiques. C'est qu'est-ce qui marche? L'école française, c'est une école d'excellence. Moi, je me suis formé en France, je suis agrégé d'économie, j'adore la formation. Mais je trouve qu'il y a trop ce côté, l'élite, elle croit qu'elle est au-dessus de tout. Et en fait, c'est pas une élite pragmatique. C'est plus une élite qui est en mode pouvoir, en mode on maîtrise tout. Alors que non, personne ne maîtrise tout. Par exemple, en France, ils vont dire, si tout le groupe d'élite, ils vont dire l'analyse fondamentale, c'est vraiment bien. S'il y a quelqu'un qui sort du lot et qui dit non, l'analyse technique, ils vont le rabaisser. Alors qu'à Londres, ils vont prendre uniquement les personnes, la méthode qui marche le mieux, peu importe. Est-ce que tu es bon ou pas? Et donc, ça, c'est ma première expérience. Et c'était une expérience très enrichissante. Juste après, je travaille et très enrichissante et j'ai beaucoup bossé. J'arrivais le premier au boulot, 6h du mat'. Je repartais à 11h, minuit. Ça n'a pas changé, le réveil n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. mais c'est pour te dire que j'étais un bourrin. J'étais vraiment un bourrin et j'ai travaillé dur parce que je savais que on n'allait pas me faire de cadeaux et qu'il fallait que je sois le meilleur. Il fallait viser l'excellence. Donc, première expérience, super. Ensuite, je vais au Maroc. Je travaille pour l'un des plus grands groupes au Maroc, si ce n'est en Afrique. L'ONA, qui est devenue aujourd'hui la SNI. Je suis devenu le trésorier du groupe. D'accord? Donc, je gérais toute la partie devises, placement, etc., couverture de change. Et idem, expérience passionnante. Et pendant cette période, il y a eu un moment où le dollar a explosé à la hausse. Au même moment, tu avais des gens comme Patrick Artus, comme George Soros, qui disaient le dollar est baissier. George Soros disait le dollar est baissier. Patrick Artus, qui est un grand économiste que j'aime beaucoup, qui est polytechnicien d'ailleurs, disait le dollar est baissier. Et moi, je regardais tous ces gens-là. Les cambistes que j'avais au téléphone, ils me disaient le dollar il est baissier. Moi, je me disais non, j'y crois pas. Et j'ai pris, à un certain moment, on m'a appelé, une filiale m'a appelé, OK, il faut vendre plusieurs dizaines de millions de dollars maintenant, de suite. Et c'était juste avant les chiffres de la Fed. Et le problème, tu sais, juste avant les chiffres, tu as de grosses réactions. Oui, Et si je vendais, et quand tu as eu le chiffre, le dollar avait fortement baissé. Et moi, je me suis dit, si je vends maintenant, je vais le vendre vraiment pas cher. Alors qu'on attend un petit peu, moi, je suis haussier sur le dollar. Et j'avais mon analyse, tu vois, pour moi, c'était haussier. Alors, bien sûr, j'aurais pu me tromper. Et j'aurais pu me tromper d'autant plus que tout le monde était baissier. George Soros était baissier, c'est quand même l'un des meilleurs traders au monde. Ça peut influencer aussi, ça. Le fait que George Soros dit que c'est baissier. Bien sûr. Faut garder son... Patrick Artus, tu as tous les cambistes. Les cambistes sont les gens qui travaillent dans les salles de marché, qui pondent également des analyses, des économistes de marché qui te disent le dollar est baissier. Et moi, Tammy Cabage, je leur dis non, le dollar, il est haussier. Donc, je ne vends pas le dollar. Et donc, le lundi, donc je ne vends pas le dollar. Et il se trouve que pendant le week-end, le dollar, ensuite, il monte. Et donc, le lundi, je suis convoqué chez la directrice des ressources humaines.
Et normalement, c'était pour, en quelque sorte, me dire « Ciao, t'es viré ». Et donc, la directrice des ressources humaines, « Bonjour, Tammy, là. Alors, pourquoi t'as pas vendu le dollar ?» Parce qu'en fait, on l'a contacté, on lui a dit il n'a pas vendu, faute. Et moi, je lui ai dit écoute, je ne l'ai pas vendu parce que j'avais une conviction haussière sur les marchés. Et d'ailleurs, cette opération a permis de faire gagner beaucoup d'argent au groupe. Et là, elle me dit ok, d'accord. Elle dit rien, d'accord. Et puis ensuite, je pense 2 jours après, je suis convoqué une nouvelle fois dans le bureau de la DRH. Cette fois-ci, tu as le PDG du groupe, tu as les directeurs généraux, c'est vraiment une grosse boîte, tu as le DG. Tu as le PDG, il me dit on vous kidnappe, vous allez venir avec nous et on va aller à Marrakech. Et là, je me retrouve dans la bagnole du président. Je suis assis à côté de lui. Et ensuite, on prend un jet privé. Et c'est le président qui va d'ailleurs conduire l'avion. Et moi, je suis assis à côté du DG de la filiale qui m'avait appelé pour me dire de vendre. Et après, finalement, tout est rentré dans l'ordre et tout le monde était super content. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. Et donc, cette expérience, tout se passe bien. Mais à un certain moment, tu sais, 99, tu as la folie des dot-com. La folie, la bulle spéculative, tout monte. Et là, je me dis, punaise, je suis bien à Casablanca, c'est bien, mais je suis en train de rater quelque chose. Il y a un truc qui se passe. Il faut que je sois dans l'action. Et là, j'envoie mes CV en France, etc. Non, je pense même... Et puis, il y a eu plein de choses. 99, je ne sais pas si tu connais, mais le roi Hassan II, Sa Majesté Hassan II, décède. Et tu as un chamboulement. Tu vois, le Maroc, c'est une période particulière. Et moi, le PDG du groupe, il est remercié. Tu as plein de gens qui... Mon boss, le directeur financier, il est remercié. Moi, ils me disent non, tu restes. Et moi, je vois tout le monde partir. Tu vois, je me dis... Tu vois, et ça m'a également donné une leçon. Je me rappelle de cet épisode où on est convoqué au bureau du directeur général et je suis avec mon boss, qui est le directeur financier du groupe. Et le directeur général qui parle mal au directeur financier, mais vraiment, il le maltraite. Et moi, je me dis, parce que j'ai vu mon boss, il bossait comme un acharné, quoi. Il bossait comme un malade. Et là, j'ai vu le directeur général mal lui parler, je n'étais pas content, quoi. Je me suis dit, c'est pas logique, c'est pas correct, quoi. Malaisant aussi. Et même moi, j'étais mal à l'aise. Ouais. Après, il est venu à moi, j'avais le rapport, j'ai dit, voilà, je ressors ce qu'il a dit, voilà moi ce que j'ai fait. Donc moi, j'étais préparé. Et là, il était en train de me dire, ok, d'accord, super. Non, tu vois, genre super, quoi. Et tu as fait gagner de l'argent, donc super. Et là, tu vois, il y avait ces épisodes, et là, je me suis dit, ok, je vais repartir. Alors, au départ, c'était Londres. J'hésitais entre Londres et Paris. Mais pour moi, c'était Londres. Je devais partir à Londres. Donc, je passe... Alors, 99, c'est là où je passe le fameux diplôme d'analyse technique, le MSTA. À Londres, du coup. À Londres. Je le passe à Londres. D'ailleurs, je le prépare à Casablanca. Genre, le matin, je me réveille très tôt. Je lis pas mal de bouquins, etc. Notamment les bouquins de Martin Pring, Murphy, etc. Pour préparer cet examen. C'est un vrai examen. Hein. D'ailleurs, le taux de réussite, il n'était pas très élevé. Je ne sais pas si ça a évolué, mais à l'époque, il n'était pas très élevé. Et là, je me dis, c'est top. En plus, c'est un diplôme anglais et ça va m'ouvrir des portes. Et donc, super, je passe cet examen et je réussis. Donc, je suis très content. Je fais partie des pionniers à avoir réussi cet examen. Et puis, ensuite, je vais à Paris. Mais sauf que quand je démissionne, tu vois, j'ai pas de job. Et donc là, il y a un pote à moi qui est courtier chez Natixis. Et il me dit, Tammy, le truc qu'il faut vraiment avoir aujourd'hui, c'est le diplôme Eurex Trader. Il m'a dit, tu as ce diplôme, tu trouves un job hyper facilement. Et lui, il gagnait beaucoup d'argent. Il était courtier sur les options, d'ailleurs. Et il m'a dit, Tammy, moi, il avait des gros bonus. Et tout. Il m'a dit, Tammy, passe ce concours, cet examen, et tu vas cartonner. Et il m'a dit, par contre, c'est super dur. Et moi, je lui dis, OK. Je lui dis, donne-moi le support de cours. Le support de cours, c'était un gros pavé de, je sais pas, 500, 600. C'est un gros truc. Et je lui dis, OK. Prochain examen, c'est dans 2 semaines. Je lui dis, je vais passer l'examen. Il me dit, non, mais tu ne l'auras pas. C'est impossible. Tu n'auras jamais cet examen. Je lui dis, écoute, donne-moi le support et je vais faire de mon mieux. Et donc, je passe cet examen. Et avec moi, il y a plein de traders, Société Générale, plein de gars ingénieurs et tout. Tous les gars, ils sont dégoûtés. Genre, oh là là, c'est trop dur cet examen. Je ne pourrai jamais le faire, etc. Et donc, en fait, moi, je suis avec, 7-8 personnes. D'accord ? On passe l'examen. Et à un certain moment, tout le monde part de la salle. Tout le monde.
Pourtant, les mecs qui sont à la Société Générale, ils font que ça, quoi. Ouais, C'est leur job. C'est leur quotidien, quoi. C'est leur quotidien. En plus, ça fait 6 mois qu'ils préparent le truc. Ils prennent des cours. Tu vois, moi, 2 semaines. 2 semaines. Donc, moi, j'arrive et je réponds tac, 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 tac. Et à un certain moment, tu vois, c'est en direct. C'est un QCM. T'as la nana qui nous surveille. Donc, tout le monde est parti. Moi, je suis le seul dans la salle. La nana, elle vient. Elle pensait que je trichais. Parce que j'allais tellement vite. Tu vois, elle se disait, c'est pas logique, il y a un truc qui cloche. Mais en fait, j'avais explosé les scores. Et à la fin, elle m'a dit, bon, si tu veux continuer, tu peux. Tu as déjà réussi ton examen. Je dis, OK. Et là, j'obtiens le Rex Trader. Et alors, pourquoi je te dis ça? Parce que cet examen est très important. Et justement, dès que j'obtiens cet examen, j'ai un entretien à Londres, à la Société Générale. J'ai plusieurs entretiens à Londres. Et j'ai un entretien à Paris dans une start-up. Et là, le choix, il est difficile. Londres, pour moi, ça me fait rêver. C'est la city, c'est le monde anglo-saxon, etc. Actuellement, il y a une femme ou pas du tout encore? Vous êtes tout seul actuellement quand vous faites le choix entre Londres ou Paris? Pour le moment, alors là, je suis encore seul. Non, là, je suis Donc seul. là, c'est libre. Non, voilà, là, je suis seul. Okay. Et là, en fait, je bosse et donc j'hésite entre Société Générale et Trading Central, qui est une start-up à l'époque, à la République Calais, à Paris. Et Trading Central me dit, bon, voilà, franchement, nous, on veut se développer, on veut développer un fonds, on a plein d'ambitions, etc. Et on veut vraiment se développer. Et les gars, alors, il y avait Alain Pellier qui avait bossé chez UBS, je pense, et Romain Gondon, lui, il avait bossé également à la City, ils avaient bossé dans le trading. Et là, ils ont développé le truc, et moi, j'aurais dit, OK, je fonce. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un projet entrepreneurial. Je trouvais également, moi, ça me passionnait, on allait travailler sur l'analyse technique, on allait développer l'analyse technique. Donc, moi, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai développé la structure analyse technique, la partie trading. On disait également, voilà, on donnait nos analyses, les points d'entrée, etc. Et au départ, tu vois, encore une fois, ça, c'est en 2000. Hein, 2000. Et 2000, il faut savoir qu'on va avoir le crack de mars 2000. Or, juste avant le crack de mars 2000, on a la visite de Jacques Chirac, l'ancien président français. Et puis, on a également, tu vois, les startups, tout le monde dit, ça y est, c'est l'avenir. Jacques Chirac qui nous fait un discours, qui nous dit, vous êtes l'avenir de la France, etc. Et à un certain moment, moi, je commence à me dire, ça pue. Tu vois, on est en mars 2000, je me dis, ça pue. Et à un certain moment, tu as Abby Cohen, à l'époque, c'était la gourou de Goldman Sachs, qui dit, le marché est légèrement surévalué. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais quand elle dit ça, tu vois le marché qui baisse fortement. Et là, je me dis, ça y est, il y a un truc qui a changé. Tu vois, quand tu as un marché qui est aussi haussier, normalement, une nouvelle légèrement négative, ça ne provoque pas une forte baisse. Mais si ça provoque une forte baisse, ça veut dire que psychologiquement, il y a quelque chose qui a changé. Il y a des gens qui savent des choses et que... Des gens où le sentiment de marché qui a changé. Et là, moi, je passe baissier sur la bourse. Et c'est un carton. C'est un carton parce que il y a très peu de gens qui sont passés baissier au bon moment. Et donc, moi, je suis baissier. Et Trading Central, ils sont super contents. Et puis, bon, voilà, je monte. Tout se passe bien dans cette structure. À un certain moment, tu vois, c'est quand même la crise 2001. Il y a le 11 septembre. Et puis, c'est en 2002 où je vais à Londres. C'est en 2002 où je vais à Londres. Et c'est là où je rencontre ma petite amie, ce dont j'ai parlé dans Agir. Et je vais à Londres, d'accord? Et là, je suis aux anges. Tu vois, c'est-à-dire, mon parcours, il est top. C'est-à-dire, BBSP, je suis trésorier de l'ONA, ensuite je suis trading central. C'est-à-dire, la pente, elle est top. Donc, normalement, je vais réussir. Et à Londres, je bosse pour une banque suisse prestigieuse. Le salaire est bon, tu vois. Et je l'avais dit, c'est 5 000 net d'impôts. Sachant que voilà, le loyer, ça devait être 1 500. Tu avais en épargne, et ça, c'était que le salaire. Je ne parle pas des bonus. Pour moi, c'était le paradis. C'est-à-dire, la bouffe, tu ne payes pas, tu es dans une structure, et puis tu peux exploser à Londres. Et là, j'ai ma petite amie qui me dit mais arrête, pourquoi tu es à Londres? Rentre à Paris. Tu peux tout exploser à Paris, etc. Et moi, en fait, je ne sais pas, mais j'ai dû prendre la grosse tête. En même temps, avec la succession de réussite au Maroc et de tout, réussite. Je ne fais que réussir. Enfin, encore une fois, mais pour moi, j'étais sur une pente ascendante. Je ne pouvais que continuer sur cette pente. Et ce qui se passe, c'est que je rentre à Paris.
mon ex-copine, qui ensuite va devenir femme, tombe enceinte. On se marie rapidement. Elle insiste pour qu'on se marie. Mais une semaine après le mariage, elle me dit « je veux divorcer ». Et là, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers parce que je n'étais pas préparé à tout ça. C'est-à-dire pour moi, tu vois, premièrement, j'ai une passion, c'est les marchés financiers. J'ai bossé dur pour réussir dans la finance. Je ne suis pas un fils à papa. Je laisse ma famille derrière. Je laisse, tu vois, tu es quand même étranger. Tu n'es pas chez toi. Et tu te dis, punaise, là, je deviens papa. Et je suis en phase de divorce. Et pour moi, c'est, tu vois, les cartes se brouillent. C'est-à-dire, tu vois, mon horizon était clair, tout était limpide. Ben, j'ai tout perdu, quoi. Surtout dans la finance, là où les émotions peuvent rapidement changer le cours d'une rentabilité ou changer tout simplement les décisions, quoi. Ça t'impacte trop. Ça peut être vraiment dangereux. Mais là, voilà, c'est... Et puis surtout, pour moi, la finance n'était plus importante. Même si c'est ma passion. En fait, ce qui est devenu important à ce moment-là bien précis, c'était mon fils. Je veux garder mon fils. Sachant que 1,3 million de papas en France ne voient plus jamais leurs enfants. C'est ouf. C'est terrible. Parce que tu vois, bon, t'es pas papa, mais un jour, quand tu le seras, tu verras que les enfants, il n'y a pas plus important pour une personne que tes enfants. Et là, je me dis, OK, bah, j'ai deux combats. Soit je repars à Londres et je repars et je sais que je suis bon. Donc, je sais que je vais tout cartonner à Londres. Mais derrière, si je le fais, c'est bon. Mon fils, c'est bon. Je le reverrai plus. Et je le savais. Soit je reste, mais ça va être un combat. Et le problème, c'est que j'ai quelques économies, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Et là, je me dis, OK, j'envoie des CV en France. 0 réponse. Et je ne comprends pas. Alors que, par exemple, il y avait un gars qui bossait avec moi chez Trading Central, qui obtient un job à Société Générale, facile. Je me dis, punaise, le mec, il n'avait rien d'extraordinaire, il a un job. Moi, alors que j'avais un putain de CV. Un putain de CV. J'avais déjà un putain de... Je ne comprenais pas, je trouvais ça injuste. Et pour moi, en plus, ça tombait au pire moment. Ça tombait au pire moment. Et donc là, à un certain moment, je me suis dit, OK, tu continues comme ça, tu te retrouves à la rue. Moi, j'ai pas papa, maman, hein, je me retrouve à la rue. Ou alors, tu trouves une alternative. Et c'est là où je me dis, OK, c'est quoi ta passion en dehors des marchés financiers? C'est l'enseignement. Et là, je me dis, OK, je vais passer le concours de l'agrégation. Mais par hasard. Et le concours de l'agrégation, je ne savais pas que c'était un concours extrêmement prestigieux, extrêmement compliqué. J'en avais entendu parler. J'avais entendu, tu sais, il y a beaucoup de ministres, genre Alain Juppé, Bruno Le Maire aujourd'hui, Georges Pompidou, qui était l'ancien président de la République, qui sont agrégés. Tu vois, agrégés, c'est prestigieux en France. Jean-Paul Sartre, prix Nobel de littérature, je pense qu'il avait refusé, mais qui est agrégé. Tu as Simone de Beauvoir, tu as beaucoup de personnalités qui ont marqué l'histoire de la France, des prix Nobel, beaucoup de prix Nobel qui sont agrégés. L'agrégation, c'est très prestigieux en France. Le problème, c'est que moi, je suis en plein divorce, ma vie, elle n'est pas bien, et là, je me dis, OK, je vais me lancer le pari fou de devenir agrégé. Et je prépare ce concours. Et j'obtiens, alors je vais rapidement, droit au but, je réussis ce concours, et là, je suis soulagé. Je me dis, ouf. Et en termes de difficulté, c'est par rapport aux autres, on va dire, diplômes que vous avez obtenus. C'était le plus dur. C'était vraiment dur. C'était le plus dur. Okay. Vraiment. C'est-à-dire, c'est ça, c'est que moi, j'avais plein de diplômes. J'ai passé le Series 7, qui est un gros concours américain pour être courtier aux États-Unis. J'ai passé le FSA, j'ai passé le Rex Trader. Tu vois, et tous ces concours, pour moi, c'est de la rigolade. Non, l'agrégation, en fait, c'est vraiment l'excellence à la française. Vraiment. Et là, c'est là où je me suis dit, waouh, tu vois, il y a un fossé entre, tu vois, les études universitaires, etc., et l'agrégation. Mais pour moi, ça a été une magnifique école. C'est-à-dire, ça m'a rendu beaucoup plus costaud intellectuellement, ça m'a permis d'être beaucoup plus discipliné, et ça m'a permis ensuite d'écrire mes bouquins, etc. C'est ça, c'est l'agrégation qui m'a donné les bagages pour écrire un bouquin, un pavé, comme l'art du trading, 675 pages, c'est un gros pavé. Si j'avais pas, je pense que j'avais déjà le niveau, mais l'agrégation, ça m'a permis de dire, OK, je peux y aller. Tu vois. Et donc là, je réussis ce concours. Bah, prof en France, t'es fonctionnaire, alors c'est bien, mais tu gagnes, au départ, je gagnais 1 800 € par mois. À Paris, c'est rien. C'est rien. Avec tous mes diplômes, c'est la rigolade. Mais au moins, j'avais un job. Tu vois, j'avais un job, j'avais un toit. Je pouvais voir mon fils.
Donc, un week-end sur 2, je récupérais mon fils, etc. Et c'est là où, voilà, je suis bien, mais je suis déprimé quand même. Je suis passé à côté de Carrière de ma carrière. Golden Boy. Ben voilà. Moi, je voulais devenir le meilleur trader de tous les temps. T'es en mode galère, tu vois, t'es dans un petit studio. Et puis, j'avais pas démérité, j'avais bossé pendant pas mal d'années pour devenir trader à Londres. J'avais bossé pendant plusieurs années. Donc là, en fait, j'étais triste, j'étais déprimé, j'étais pas content de moi. Et puis, il y avait la séparation. C'est-à-dire, mon fils, je le voyais un week-end sur 2. Et à chaque fois que je le ramenais à sa mère, je revenais chez moi, j'étais triste. Ouais. C'est une période très difficile ça dans ma vie. Ça dure longtemps, en plus, j'imagine. Et ça dure longtemps. Et puis, c'est là où ma mère, je pense, elle me rend visite en 2005, 2006. Et là, elle me dit, écris un bouquin. Elle me dit, écris un bouquin. Je dis, non, je viens de passer l'agrégation. Je viens de divorcer. Tu veux que j'écrive un bouquin? Je ne pourrais pas. Et elle me dit, écris un bouquin. Ça nous rendra fiers, ton papa et moi. Et là, tu vois, déjà, elle me calme. Tu vois, et puis, elle me dit, voilà, nous, on est loin, on est au Maroc et tout. Ça nous rendra fiers que notre fils, tu vois, ait écrit un bouquin. Et puis, bon, il n'y avait pas énormément de gens d'origine marocaine qui avaient écrit des bouquins de trading, de finance. Il n'y en avait pas des masses. Surtout en France. Surtout en France, ouais. Et elle me dit ça. Et puis, à un certain moment, je lui dis, ça va me prendre une année. Et là, elle me dit, c'est quoi une année dans la vie d'un homme? Et là, je me dis, mais elle a complètement... En fait, ça a été mon meilleur coach. Ma mère, elle m'a donné le déclic. En fait, elle m'a dit, c'est un an, c'est rien. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je dormais 5 heures par jour, tu vois. Et pendant une année, j'ai bossé pour écrire l'art du trading, qui va ensuite devenir l'art du trading et psychologie des grands traders. Parce que mon éditeur m'a dit, bon, 1000 pages, ça fait beaucoup. Et t'es divisé en deux, du coup? Tu divises, voilà. Donc, psychologie des grands traders, qui est sorti en premier, et puis l'art du trading. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'affaire Kerviel en France, il y a eu Madoff, il y a eu la crise financière, etc. Et là, en fait, ça m'a mis sur les médias. Et tout le monde voulait avoir l'avis d'un spécialiste. Et en fait, ces bouquins, finalement, c'est incroyable, sont devenus ma meilleure publicité. C'est-à-dire, en fait, au départ, j'attendais rien de ces bouquins. Je voulais juste faire plaisir à mes parents. Et finalement, non seulement j'ai fait plaisir, mais après, je suis devenu quasiment une star. Les gens me reconnaissaient dans la rue. C'était juste incroyable. Incroyable. À ce point-là. Ah non, mais c'était dingue. C'était dingue. Je pouvais même pas prendre le métro. Les gens dans le métro, Monsieur Cabage, qu'est-ce que vous faites là? Tu vas dans un café, Monsieur Cabage, votre avis sur le CAC 40. Mais c'était incroyable. Incroyable. Et c'est là où moi, je me suis dit, waouh, le pouvoir de la télé est juste dingue. Et tu avais mon fils à l'époque, tu vois, il voyait la télé, genre je passais au JT, et mon fils, il disait papa, papa, etc. Et il disait, pourquoi mon père, il ne me reconnaît pas? En fait, j'étais à la télé, quoi. Mais c'était incroyable. Donc, tout ça, c'est fou. Je donne des conférences dans les meilleures écoles. Ma vie est folle jusqu'au moment où, 2009, tu vois, je bosse vraiment dur. Je n'arrête pas. Et là, je frôle la mort. Tu vois, je tombe sur mon crâne. Je suis à 2 doigts de mourir. Et là, je me dis, waouh, la vie, elle est c'est fragile. Ça ne tient qu'à un fil. Et là, voilà, je vais au Maroc parce que, justement, tu vois, j'en avais marre de vivre cette vie. Et mon ex m'annonce qu'elle va quitter Paris pour la Côte d'Azur. Et là, je me dis, c'est bon, j'ai plus rien à foutre. C'est-à-dire, j'étais resté pour mon fils. Soit je repars à Londres, mais j'avais pas la santé. Je venais de frôler la mort. Et là, il me fallait du réconfort. Il fallait ma famille. Il fallait me sentir bien. Et ça a été la meilleure décision de ma vie, puisque j'étais proche de mes parents. Je les voyais souvent. Je les voyais quasiment tous les jours. Et mon père va mourir 2 ans après. Tu vois, en 2012. Et je ne regrette pas. Ah, le choix était bon. Ah, mais c'était fou, incroyable. Hein. Parce que sinon, j'aurais regretté toute ma vie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que mes parents, ils n'étaient pas à côté. Donc, pour eux, ils étaient tristes. Ouais, ils étaient tristes de me voir dans cette situation. Et ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire, ils m'avaient vu bosser. Ils avaient vu que j'avais fait plein d'efforts. Ils ne comprenaient pas finalement, cette situation où j'étais seul, ou ce divorce, cette situation d'échec. Ils ne comprenaient pas. Alors que pour eux, tout allait bien. C'était un peu ça, non? Non. Pour eux, en fait, ma vie, elle n'était pas top. Pour eux, okay. Ils comprenaient pas pourquoi j'avais raté ma vie.
Parce que pour eux, j'avais raté ma vie. Mon père m'avait même dit pourquoi tu n'as pas d'appartement, etc. Tu as raté ta vie. Mon père m'avait dit ça, hein, que j'adore. Moi, mon père, il est décédé, mais j'adore mon père. Mais il m'a dit ça. Et je lui ai dit écoute, je ne te permets pas de me dire ça, papa, parce que moi, je me suis sacrifié pour mon fils. J'ai fait un choix. J'aurais pu réussir. J'ai fait le choix de rester pour mon fils. Clairement, je n'ai pas gagné d'argent, mais le jour où je voudrais gagner de l'argent, bah, je vais en gagner. Tu vois. Et après, au Maroc, c'est le moment où également, alors je rentre au Maroc et c'est là où je me dis, OK, l'Internet commence, YouTube commence. Et là, je me dis, waouh, tu vois, moi, j'ai des compétences en finance, j'ai une expérience, j'ai des diplômes, j'ai plein de diplômes en finance. Et j'ai enseigné dans les meilleures universités. Et je savais que les meilleures universités, c'est très théorique, pas pratique. Et moi, j'avais la chance d'avoir cette casquette de praticien et de théoricien. Et c'est très rare. Et tu as l'Internet qui arrive. Et là, je me dis, waouh, tu vois, c'est l'avenir. Et là, je crée la TKL. Et je crée TKL Trader, etc. Et ça me demande un travail monstre. Bah, surtout que personne ne l'a fait avant. Du coup, c'est un peu, pas grand monde. est-ce que je vais faire ça, ça, et c'est un peu les premiers, c'est fou. Et mon père me disait, mais pourquoi tu le fais? D'ailleurs, la TKL, pendant 2 ans, il n'y avait rien, ça ne marchait pas. Et mon père m'a dit, pourquoi tu fais ça? Avec ton CV, tu peux être DG d'une banque très facile. Et il avait raison. Mais j'aurais jamais créé la TKL. Je serais esclave. Tu bosses dans une banque, ça y est, t'es piégé. Tu bosses dans une grosse boîte, t'es piégé. Et là, je me suis dit, j'ai cette fenêtre de tir. Et comme ma santé n'était pas top, bah, j'ai décidé de faire ça. Et puis après, bon voilà, le reste, c'est de l'histoire. Tu me connais par le biais de ma chaîne YouTube. Puis voilà, on a eu un énorme impact, je pense, dans le monde francophone. Les bouquins ont cartonné, on a vendu plus de 100 000 bouquins. L'art du trading, c'est peut-être le livre le plus populaire, je pense, en France sur le trading. Ouais, je pense, l'un des plus populaires. Il y a le bouquin de Benoît, mais je ne pense pas qu'il a vendu autant. Mais en popularité, je ne parle pas en termes de vente, mais vraiment l'icône, on va dire, l'icône du livre. Je pense en termes de vente, l'un des... Moi, quand on me dit c'est quoi le livre que tu conseilles, généralement, ils parlent tout le temps de l'art du trading. Quoi. Pas psychologie des grands traders, mais vraiment l'art du trading, c'est un peu la référence. Non, mais c'est un carton. C'est un carton. L'art du trading et même psychologie des grands traders, c'est bien vendu. Mais l'art du trading, c'est vendu beaucoup plus. Voilà. Et après, je crée la TKL. Et puis pour moi, c'est vraiment, comment dirais-je, une manière incroyable de m'exprimer, d'apporter de la valeur. C'est-à-dire, pour moi, tout était réuni. Toutes mes compétences au service de la TKL. Le côté pratique, le côté théorique. Je me suis formé également sur la partie business. Je me suis développé. Et puis voilà, on a eu un impact considérable. Je pense qu'il y a plein de témoignages. Et tout ça, c'est parce que derrière, ce parcours m'a permis également d'arriver là. C'est-à-dire, beaucoup de gens, tu vois, ils échouent et ils se disent, c'est trop tard, j'ai raté ma vie. Et le but de moi, mon histoire, là, j'ai raconté un petit peu mon histoire, c'est juste de dire, tu vois, j'aurais pu me dire, c'est foutu. J'ai tout perdu. Et c'est vrai, j'ai eu 2 gros épisodes, divorce et le frôler la mort. Et ça aurait pu me détruire. Finalement, ça m'a rendu plus fort. Et finalement, ces épisodes m'ont permis finalement de créer la TKL. Et aujourd'hui, voilà, j'ai réalisé pas mal de mes rêves. On va continuer. Donc, on va passer aux questions trading, marché financier. Alors, il y a 9 ans, donc je regardais un peu tes vidéos pour piocher un peu dans les questions. Tammy, tu avais sorti une vidéo où tu expliquais pourquoi l'analyse technique est plus efficace que l'analyse fondamentale, où tu comparais encore une fois. Et j'aimerais donc avoir ton avis 10 ans plus tard, avec 10 ans d'expérience supplémentaire sur les marchés. Magnifique. Pour voir un petit retour sur cette... Mon avis n'a pas changé sur la question. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont parler de Warren Buffett, qui vont dire Warren Buffett n'utilise pas l'analyse technique. C'est vrai. Warren Buffett, c'est l'un des seuls, qui n'a réussi que grâce à l'analyse fondamentale. Mais pas que. Warren Buffett a accès à des informations que beaucoup d'analystes financiers n'ont pas, que beaucoup de fondamentalistes n'ont pas. Maintenant, je vais donner plusieurs exemples concrets pour vraiment expliquer mes propos. Premier exemple, crack de mars 2000. Tu sais que 99% des analystes financiers de Wall Street étaient acheteurs au sommet. 99% des analystes financiers de Wall Street. C'est Laura Unger, l'ancienne présidente de la SEC, qui l'a dit. C'est incroyable. C'est des gens diplômés de Harvard, de Wharton, de tout ce que tu veux, les meilleures écoles de la planète qui te disent le marché est haussier. Et moi, à l'époque, analyste technique, alors pour ceux qui ne me croient pas, contactez Trading Central, demandez-leur les archives. Moi, je suis vendeur sur les marchés. Et contre 99% d'analystes financiers. Je ne vais pas dire que je suis meilleur qu'eux, mais j'étais baissier. Point à la ligne. Deuxième exemple, Enron.
Il y a des gens qui me contactent à l'époque, qui me disent, Tammy, tu penses quoi de Enron? Je regarde un graphe rapidement, on est sous les moyennes mobiles, le RSI, il est sous la zone de neutralité. Pour moi, c'est vendeur. Le mec, il m'appelle, en une seconde, je lui dis, c'est vendeur. C'est un gros gérant, il m'appelle, c'est vendeur. T'as été sûr? Et il me dit, Goldman Sachs est haussier, toutes les banques, et c'est vrai, tous les analystes sont haussiers. Quand tu regardes, Goldman Sachs te pond un rapport juste avant l'effondrement de Enron, et il t'explique que Enron, c'est la meilleure des actions, parmi les meilleures des actions, que c'est sous-évalué, qu'il faut l'acheter. Mais ils ne sont pas les seuls. Morgan Stanley, JP Morgan, je pense qu'il y a 16 analystes sur 17 et les meilleures banques d'affaires américaines qui sont acheteurs sur Enron. Bizarre. Alors, la personne qui va me dire l'analyse fondamentale est supérieure à l'analyse technique, je ne sais pas ce que je vais lui dire, mais je lui dis, revois tes classiques. C'est-à-dire, moi, ça m'énerve, cette incompétence et peut-être même cette malhonnêteté intellectuelle. Un analyste technique, toi, n'importe qui, tu lis l'art du trading, tu vois le truc, tu bats Goldman Sachs, tu bats JP Morgan, tu bats tous ces gourous. Maintenant, pourquoi? Et c'est là le pourquoi. Est-ce que les gars de Goldman Sachs étaient malhonnêtes? Parce qu'il y a des gens, ils ont dit, ah, ils ont pondu ce papier parce qu'ils étaient malhonnêtes. Non. En fait, l'analyse fondamentale est impuissante parce qu'elle n'a pas toutes les infos. Les fondamentaux, ils ne contiennent pas toute l'information. Or, sur Enron, il y avait déjà des gens qui vendaient. Il y avait déjà des gens qui savaient. Donc, tu regardes un graphe, tu vois, on est sous les moyennes mobiles, le titre, il baisse, les nouvelles sont positives et le titre, il baisse, ça pue. Tendance baissière, ça commence. Il faut arrêter de se poser des questions. Et ça, l'analyse technique, c'est pragmatique. Et tous les meilleurs traders utilisent l'analyse technique parce que c'est pragmatique. Donc, là, le côté analyse fondamentale, etc., moi, j'utilise l'analyse fondamentale. Pour les actions, pour l'investissement long terme. Bien sûr, mais même attention, non. L'analyse fondamentale, par exemple, Lulu, c'est une action que je suis. Lululemon Athletica. Il y a 2 semaines, il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a dit « Tammy, tu en penses quoi? Est-ce qu'elle va monter? Cette action, elle est sous-évaluée. » Cette action, elle a une note exceptionnelle, elle est sous-évaluée. Donc, sur le plan de l'analyse fondamentale, tu l'achètes. Moi, qu'est-ce que j'ai répondu à la personne? Je lui dis « Ça pue, n'achète pas. » Qu'est-ce qui s'est passé sur Lululemon? Ça s'effondre. Chaque jour, elle baisse. Peut-être qu'un jour, elle va remonter. Donc, tu vois bien, l'analyse fondamentale est très positive, mais l'analyse technique est à chier. Donc, l'analyse technique. L'analyse technique est supérieure à l'analyse fondamentale. Et on va continuer. Les travaux de recherche. Il y a plein de travaux de recherche. Andrew Lo, qui est quand même le big boss du MIT, de la recherche financière. J'ai regardé Andrew Lo... Quand je regardais les vidéos, un rapport sur les chandeliers japonais qui disait que uniquement juste avec des chandeliers, donc des combinaisons de chandeliers, mathématiques, hein, c'est vraiment c'est un truc matheux, le truc il est c'est un mathématicien, oui. Et c'était du coup rentable. C'était fou. Hein. Et il y a plein de travaux de recherche qui vont dans le même sens. Plein. Il y en a plein. La littérature, elle est pleine. Maintenant, attention, l'analyse technique, c'est juste un outil. Il y a beaucoup de gens, ils utilisent l'analyse technique, ils vont jamais gagner d'argent parce qu'ils n'ont pas le mental, ils n'ont pas... Mais encore une fois, nous, on est à la recherche d'un outil. Après, c'est à toi de faire le job. Un trader, c'est comme un sportif de haut niveau. Tu as d'abord l'outil d'analyse, ensuite, tu dois avoir la discipline, tu dois avoir un processus, tu dois avoir un money management, mais d'abord, tu as une méthode. Or, l'analyse technique, si tu prends les travaux de recherche, si tu prends juste le bon sens, si tu prends... C'est quoi l'analyse technique? C'est juste l'offre et la demande. À un certain moment, quand les acheteurs sont beaucoup plus présents que les vendeurs, ça se voit sur les cours. Quand c'est l'inverse, quand les vendeurs sont plus nombreux, les cours baissent. Un autre point, l'analyse fondamentale, analyse technique. Warren Buffett, tu sais que récemment, il a vendu Apple. J'ai vu la vidéo. Et la vidéo, elle est parlante. C'est-à-dire, tu voyais que Nvidia explose à la hausse, toutes les actions, mais Apple ne fait rien pendant 2 ans. Et pourquoi elle ne fait rien? Parce que nous, on n'avait pas cette info. Mais des gars comme Warren Buffett, ils étaient en train de vendre. Et qu'est-ce que ça nous donne comme info, l'analyse technique? C'est le marché, il doit te prouver qu'il est haussier. Si par exemple, tu vois le Nasdaq qui explose et Apple qui baisse ou qui fait rien, il y a quelque chose qui cloche. Si tout est positif et que c'est ça règne, je sais qu'il y a une attente. Les gens ils sont dans l'attente.
ou alors il y a des vendeurs. Petite parenthèse, c'est que moi, j'ai 30% de mon portefeuille sur Apple parce que quand j'ai commencé à investir, je me suis dit, le portefeuille, enfin la répartition du portefeuille de Warren Buffett, elle est disponible sur Internet. Et je me suis dit, Faire la même chose. pas la même chose, mais Apple pour Apple, ouais. Moi, je dis, voilà, Apple, ça reste une excellente boîte, mais il ne faut pas faire confiance uniquement aux fondamentaux. C'est-à-dire, tout peut changer. Tout peut changer. Regarde Tesla. Tesla, c'était l'action numéro 1. Tout le monde ne jurait que par Tesla. Ça fait des mois et même des années qu'on nous explique que Tesla est sous-évalué. Tesla ne veut pas remonter. Et moi, il y a plein de gens qui me disent Tesla, qu'est-ce que tu en penses? Je leur dis pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Et tu vois, et ça, c'est de l'analyse technique pure. Fondamentalement, elle est peut-être intéressante. Techniquement, elle est pourrie. Après, tu vois, les fondamentalistes, ce que j'adore, c'est que toujours après coup, ils vont t'expliquer pourquoi. Oui, mais tu sais, Tammy, aujourd'hui, il y a les Chinois, il y a ceci. Oui, mais il y a un an, tu disais pas ça. Il y a un an, tu disais pas. Pourquoi tu le dis aujourd'hui? Tu vois? Mais encore une fois, ça, on s'en fiche. Et c'est pour ça que Etsy Kota, qui est l'un des plus grands traders de tous les temps, qui a réalisé des performances époustouflantes, quand il parlait, et il est ingénieur du MIT, c'est pas un neuneu, MIT, c'est l'une des meilleures écoles au monde. Il parlait des fondamentaux, il disait funny mental, c'est rigolo les fondamentaux. Pourquoi? Parce que lui, Etsy Kota, c'est très simple. Il prend les vagues, il prend les tendances et il va se focaliser sur une tendance et il va essayer de jouer la tendance. Et donc, l'analyse technique, c'est ça sa puissance. On fait pas de... Tu vois, quand tu suis des économistes qui t'expliquent que c'est le crack, c'est la fin du monde, et ça fait des années et des années, ils te disent ça. Et quand tu vois le graphe, toujours faire confiance au graphe. Et moi, ça a toujours été mon principe. Et donc, quand tu me suis depuis longtemps, donc tu vois un peu mes prévisions, mes propos, etc. Et tu verras toujours que je peux, par exemple, être baissier à un certain moment. Par exemple, fin 2021, c'est ça, où je disais c'est la mère de tous les cracks sur ma chaîne YouTube. Quand je reprenais d'ailleurs les propos de Charlie Munger. Après le Covid ou... Après le Covid. Donc, fin 2021, tu vois, on est sur les sommets. Et là, je dis, ça pue. Et je vais sur mon groupe privé et je dis à mes étudiants, ça pue, etc. Il faut sortir des indices. Et 2022, on a un crack terrible. Tu sais, les 6 premiers mois sont la pire baisse en 50 ans. C'est ouf. C'est ouf. Et tout ça, c'était visible sur un graphe. Alors que fin 2021, tout le monde était excité. Tout le monde était... il y avait la partie crypto, sortie de crash aussi. NFT. Les gens, ils disaient, fin 2021, on était en mode... c'était... Oui, mais je veux dire par là que quand il y a un crash, généralement, le marché, sur même 2008, enfin, si on regarde tous les crashs qu'il y a eu, à chaque fois, c'est vraiment une impulsion. Donc les gens, ils disent 2021, ça fait un an après le Covid. Les gens, ils achètent tous et ils sont tous en mode on achète. Exact. Ouais. Et les gens étaient devenus comme des fous. Mais on était en bulle. C'était une bulle. Et Charlie Munger, à l'époque, avait dit c'est pire que les dot-com. Et moi, dans ma vidéo, j'avais dit ouais, je suis d'accord avec Charlie. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu du gros n'importe quoi. C'était du délire. Mais après, il y a eu un autre délire à la baisse. Meta qui perd 75%. Tu as des actions qui s'effondrent littéralement. Et c'est là où moi, je commence à me dire tiens, fin 2022, tiens, ça commence à devenir intéressant. Et là, je sors une formation value sur les fondamentaux. Parce que les fondamentaux sont positifs. Meta était génial à acheter. Tu vois. Maintenant, moi, et pour répondre à ta question, je pense que les deux sont importants. Si tu as les fondamentaux, par exemple une action comme Apple, qui crache des bénéfices, qui a des bénéfices qui croissent, qui vend plus chaque année. Mais attention, il faut vraiment avoir une croissance de chiffre d'affaires, croissance des bénéfices, plus la partie analyse technique, alors là, c'est jackpot. Mais si tu as des fondamentaux qui sont moyens et la technique qui explose, technique est top, tu vois. Mais idéalement, si tu as les deux, regarde SMCI, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. SMCI, les résultats qui explosent, le chiffre d'affaires qui explose, et techniquement, c'est une pépite. Nvidia également. Fondamentalement et techniquement, c'est magnifique. Donc, si tu as les deux, c'est génial. Mais attention à ne pas se baser que sur les fondamentaux, parce que tu risques de te retrouver avec des entreprises qui vont faire faillite, qui vont s'effondrer, et tu vas te dire « Ah non, mais les fondamentaux... Goldman Sachs sur Enron, ils disaient « the best of the best ». Et ils se sont complètement trompés. Donc, et c'est ça le plus dur, toujours objectif. L'analyse technique, c'est un outil qui est puissant, mais attention, tu vois, parfois, on va essayer de déformer l'information, on va essayer d'occulter la réalité, mais il faut se focaliser sur voilà ce que disent. Et les graphes ne mentent pas.
les graphes ne mentent pas. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu t'en souviens du message que je t'ai envoyé quand je t'ai contacté sur LinkedIn. Et en fait, moi, j'avais repris un peu le concept de Etsy Quota. J'ai un peu fouillé. Je me suis dit, bon, comment ce mec a gagné autant sur Gold? Je sais plus combien, vraiment, c'est une performance, c'est hallucinante. Et je me suis dit, comment il a fait? Et en fait, il a codifié sa stratégie. Donc, c'est une stratégie basique technique, hein, vraiment cassure de plus haut, avec une combinaison de. Il y avait, je crois, 2 indicateurs techniques et pas mal de price action, bah, vraiment l'action du prix. Et pareil, j'ai essayé de faire la même chose, codifier une stratégie. Je le mettrai à l'écran pour ceux qui regardent. Codifier une stratégie et faire tourner l'algo et pour voir si c'est rentable du coup depuis 2024, bah, ils verront depuis 2004 à 2024 et la stratégie est rentable et même avec l'inclusion des frais, donc un courtier par exemple, Bien sûr. swing trading et c'est fou. Ah, ça veut dire que mathématiquement, bien sûr, comme on disait, c'est qu'une pièce du puzzle, mais mathématiquement, juste avec l'analyse technique, il est possible d'être rentable sur une période de... Exact. Moi, Écoute, fou. nous, on utilise au sein de la TKL une approche qu'on appelle le momentum. Le momentum consiste à acheter les ETF les plus performants. C'est très simple. Tu compares plusieurs ETF, Gold, pétrole, SP500, Nasdaq, etc. Et le but, c'est quoi? C'est à la fin du mois, tu évalues quel est l'ETF le plus performant. Et cette approche, elle te fait x2 par rapport au SP500 avec le risque qui est divisé par 2. Donc le Sharpe ratio, c'est le rendement ajusté du risque de cette stratégie, est largement supérieur au SP500. Et ça, cette stratégie, c'est quoi le but? C'est du trend following. C'est rien de très compliqué. Rien de très compliqué, rien de sorcier. Maintenant, le plus compliqué, c'est le mindset. Tu sais, moi, le plus dur, c'est que les étudiants, ils me disent, Tammy, il y a une dernière vidéo, c'est la fin du monde. Tammy, est-ce que... Et je leur dis, la méthode. En fait, le plus dur pour les gens, c'est d'y croire. Et Beaucoup de gens rester focus aussi dans la même croyance. Exact. Et accepter également des drawdowns. Il y aura des périodes où tu vas perdre de l'argent. C'est obligé. Mais et pendant ces périodes, si tu changes les règles ou si tu te détournes de la méthode, ben finalement, tu vas pas mener le process jusqu'au bout. Et c'est là où tu vas perdre. Pourquoi beaucoup de gens perdent? Parce qu'ils passent d'une méthode à une autre. Ils ne sont pas réguliers. Et finalement, ils sont dominés par leurs émotions. Et ça tombe bien, la précédente vidéo que j'ai fait, c'est vraiment exactement ça. Je parle de la similitude entre les traders et les investisseurs et la mine de diamants. Là où, quand ils descendent dans la mine, ils ont un plan bien précis. Ils savent potentiellement où est le gisement de diamants. Ils ont leur pioche, leur carte, tout leur équipement. Mais qu'arrivé à un certain moment, donc parce qu'ils hésitent, parce que ça commence à être long, parce qu'ils n'ont pas encore de résultats, comme ces traders qui vont commencer à trader, 5 mois, pas de résultats, je vais changer de stratégie. Alors que ça tombe, ils étaient à 1 mois de toucher cette fameuse rentabilité. Et en fait, ils vont dévier du coup du tunnel, alors que la mine de diamant, elle était vraiment en phase 2, ils vont dévier et potentiellement ne jamais atteindre, et après, rechanger de stratégie et ne jamais atteindre la mine de diamant. Le syndrome de l'objet brillant. Et à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Tout le temps la même chose. Je le vois un peu partout, hein, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mes programmes. Les gens, ils veulent à tout prix la nouvelle méthode, le nouveau truc. Et ils sont pas capables de durer, je dirais, plus de 6 mois, plus d'1 an sur la même méthode, rester focus. Parce que comme vous dites, dans période de drawdown, c'est là où les gens ils vont commencer à se dire ah ouais, lui il est pas en drawdown, du coup sa méthode elle est meilleure que la mienne. Exact. Ah oui, si je suis en drawdown, c'est que ma stratégie elle est pas bonne. 2022, il y a un étudiant sur mon groupe privé qui dit finalement la bourse c'est pas intéressant, l'immobilier c'est mieux. Et en fait c'est assez marrant, c'est juste avant la hausse. Tu vois, et c'est toujours la même chose. Et beaucoup de gens en fait perdent patience. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une méthode et travailler le process à long terme. Ok, top. Du coup, on continue. Tu as un peu répondu, mais j'aimerais bien que tu développes un peu plus. Donc, quelle est pour toi donc l'erreur la plus courante des traders débutants qui veulent se lancer en trading? Du coup, hormis le fait de changer de méthode. L'erreur la plus courante des traders qui démarrent ou qui se lancent dans le trading. Moi, je pense, premièrement, tu vois, l'erreur de beaucoup de gens, c'est les formules miracles. Je veux perdre du poids, je veux perdre 20 kilos en 2 semaines, tu vois. Et ils y croient. Récemment, il y a eu une vidéo, je pense TF1 a publié un reportage sur des gens qui se sont fait arnaquer avec les crypto-monnaies. Et je pense une boîte, un Ponzi, peut-être qui est basé à Dubaï, qui leur expliquait on va vous pondre du 300% par an. Et beaucoup de gens y ont cru. Beaucoup de gens ont investi beaucoup d'argent. Et beaucoup de gens ont tout perdu. Et en fait, les gens recherchent trop la formule miracle. Et j'en parlais récemment sur Madoff. Madoff, il ne promettait pas 300%, il promettait 12% par an. Mais genre, chaque année, je vous donne 12%, les gars. Et des gens comme Steven Spielberg, qui a quand même... C'est l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Le mec, il y a cru. Ok, d'accord, je vais te donner beaucoup d'argent. C'est plus réaliste. Tu vois, et c'est incroyable. C'est-à-dire, oui, c'est plus réaliste,
mais il n'a pas voulu l'investir lui-même. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se former, les gars. Et je le dis sincèrement, ne faites pas confiance aux banquiers, ne faites pas confiance à Tammy Cabage ou à Benjamin. Faites confiance à personne. Faites confiance à vous-même. Et parce que c'est votre argent, c'est votre avenir financier. Et arrêtez de croire aux promesses. Donc, premièrement, il n'a pas de formule miracle. D'accord? Donc, commencez par ça. Deuxièmement, dites-vous que, par exemple, tu veux devenir un avocat. Ça va te demander combien de temps? 5 ans? 6 ans? 7 ans? Tu veux devenir un athlète, un sportif de haut niveau, 5 ans, 6 ans, 7 ans de travail, peut-être plus. Kylian Mbappé, un footballeur de haut niveau, ça va lui demander combien de temps? Et encore, est-ce que tu vas devenir un footballeur de haut niveau? Est-ce que tu vas durer aussi? Est-ce que tu vas durer? Parce que tu peux être footballeur et te blesser très rapidement. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu vas te relever après cette blessure? Ou est-ce que tu vas complètement abandonner? Ben, c'est la même chose en trading. Les blessures, c'est les pertes, c'est les drawdowns, c'est t'es pas dedans, tu vois, il y a des périodes où tu doutes, les marchés, tu as une bonne méthode, mais la méthode, elle marche pas parce que le marché, il a un peu changé, et là, tu commences à te remettre en question, et finalement, c'est au pire moment, puisque juste après, le marché, il va commencer à respecter tes règles, et il faut bien comprendre que beaucoup de gens, s'ils ne considèrent pas que le trading est un sport de haut niveau, ils ne vont jamais gagner en trading. C'est comme le business. Moi, par exemple, on parlait de la TKL, j'ai mis 2 ans avant de commencer à gagner vraiment de l'argent. Mais même le business, les études. Toi, tu as été à l'armée également. Rien n'est facile. Et donc, en trading, beaucoup de gens, parce qu'ils peuvent appuyer sur un bouton rapidement, ils pensent que c'est facile de... Non, c'est très, très, très dur. C'est d'ailleurs l'un des métiers les plus durs au monde. Il y a un grand trader, d'ailleurs, il avait recruté un colonel. Et il disait, normalement, le mec, il a fait l'armée, donc normalement, il Discipline est psychologique, c'est discipliné, OK, etc. Et à un certain moment, la position, elle se retourne contre eux. Et le mec, tu vois, il est paralysé, alors qu'il a fait l'armée. Il est complètement paralysé, tétanisé. Et le trader en question, j'ai oublié le nom, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas si c'est Richard, j'ai pas envie de dire, je sais pas si c'est Paul Tudor Jones, mais je te dirai ça plus tard peut-être. Mais en fait, le mec, il a dit, j'ai gueulé pour qu'il coupe la position. Je lui ai dit, mais coupe la position! Et là, tu vois un mec qui est quand même, tu vois, qui a fait l'armée, qui a un haut grade, qui est discipliné et qui est totalement tétanisé face au marché financier. Et là, ça te prouve et ça montre la difficulté de la bourse. Donc, il faut vraiment approcher la bourse comme un sport de haut niveau. Il faut également être humble, se dire qu'au départ, tu vas rien gagner. Peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant 1 an, peut-être pendant 2 ans, tu vas rien gagner. Mais c'est tout ce travail qui va ensuite te permettre de gagner. Mais tu dois vraiment travailler ces effets cumulés, tu vois. C'est comme le gars qui va à la muscu allez, 3, 4, 5 fois par semaine. Et après 1 mois, il n'a pas de résultat. Après 2 mois, il n'a pas de résultat. Après 3 mois, il n'a pas de résultat. Après 6 mois, il n'a pas de résultat. Je dis merde, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Et à un certain moment, il flanche. Et là, malbouffe, etc. Alors que les résultats, il va vraiment les avoir après 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est là où tu as vraiment des résultats. Et puis, bien évidemment, tu te nourris bien, tu évites de faire des bêtises. Et donc, on voit bien qu'il y a un process, que ce soit pour le sport, la perte de poids, le business et le trading. Et une fois que les gens ont compris ça, c'est là où ils vont avoir des résultats explosifs. Donc, vraiment comprendre ça et puis se former. Alors, se former et comprendre qu'il y a plein de formations. On va en parler plus tard. Mais il y a plein de techniques, plein de méthodes. Aucune méthode n'est parfaite. D'accord? Il faut bien comprendre ta personnalité, ta psychologie. Au départ, juste lisez plein de bouquins. D'accord? Ne vous dites pas qu'il y a une méthode. Non, il n'y a pas de méthode infaillible. Toutes les méthodes ont des problèmes. Phase de drawdown. Exact. Mais dites-vous que chaque méthode est bonne. À vous, bien évidemment, de l'appliquer à votre personnalité, de l'appliquer régulièrement, de comprendre, d'avoir un journal de trading, de venir, d'analyser vos erreurs, de travailler votre discipline, de faire des trades, de dire, OK, là, j'ai gagné, OK, très bien, là, j'ai perdu. Essayez de comprendre pourquoi vous avez perdu. Le côté psychologique et éviter de mettre beaucoup d'argent. Au départ, dites-vous que vous allez perdre de l'argent. Donc, le but, c'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est d'éviter d'en perdre et d'apprendre. Et beaucoup de gens, ils mettent... moi, je sais pas, moi, j'ai des étudiants, j'ai un étudiant, il a 1 million.
Et le mec, il commence avec des centaines de milliers de dollars. Ouais. Et je lui dis, non mais, est-ce que tu es sûr? Oui, mais il faut faire travailler mon argent. Mais personne ne... Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Et donc, beaucoup de gens, ils sont en mode, mon argent, il faut que je le fasse travailler de suite. Non, tu vas le cramer de suite. Donc, soyez patients. La patience. Beaucoup de gens sont impatients. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui réussissent. Pour moi, il y a 1%, voire 0,1% de gens qui réussissent. Parce qu'il y a très peu de gens qui vont aller jusqu'au bout de tout ce que je viens de dire. Très peu de gens qui vont appliquer ça. On continue et donc j'entends souvent parler trading est similaire au business. Alors pour moi personnellement, je pense que pas du tout et j'aimerais bien avoir ton avis parce que j'entends souvent parler le trading c'est un bon business, le trading c'est un business facile, le trading si tu as le choix entre un business, tu peux te lancer dans le trading mais pour moi le trading ce n'est pas un business et j'aimerais bien avoir ton avis. La différence entre le trading et le business, c'est qu'en business aujourd'hui avec Internet, tu n'as pas besoin d'avoir d'argent. Donc clairement, il y a ce côté, tu travailles, d'accord? Tu peux fournir des efforts et avoir des résultats. Mais tu ne risques pas grand-chose. Par contre, le trading, en fait, il y a le côté argent. Tu dois amener un capital. Pour pouvoir vivre du trading, pour moi, il faut un capital conséquent. Je dirais minimum 50 000, 100 000 euros et plus. 10 000 euros, parce que, allez, même si tu fais 100% sur une année, d'accord? Et il faut être très bon. C'est possible. 100% sur une année, ça fait 10 000 euros. C'est pas suffisant. Maintenant, il y a des traders. Je sais pas, il y a un mec qui s'appelle Kulamagi. Il a commencé avec 5 000 bahts. Il a fait des choses incroyables. Tu as des gens comme Richard Denis qui ont commencé avec des petits montants, je pense 1000 $. Et Kota aussi. Et Kota également. Il y en a. Il y en a. Il y a ces success stories. C'est juste que tu dois te dire que tu dois avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer tes charges. En fait, si tu es en mode stress, tu vas vouloir gagner de l'argent à tout prix et c'est là où tu vas perdre. Donc, tous ces gars-là, parce qu'il y en a qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense Michael Marcus. Il y en a beaucoup, ils ont commencé avec des petits montants et ils ont fait des choses incroyables. C'est possible. Sauf que en trading, le côté psychologique est très important. Donc, quand tu perds, tu le prends personnellement, tu rentres dans une spirale négative et tu tombes dans l'autodestruction. Et c'est la raison pour laquelle le business est clairement plus simple sur le plan des émotions par rapport au trading. Maintenant, le trading, tu peux faire des choses incroyables si tu es discipliné, si tu as le temps. Et aujourd'hui, je pense que les gens n'imaginent pas la chance qu'ils ont. Aujourd'hui, les logiciels d'analyse tech. Moi, à mon époque, quand j'ai démarré, bon, je vous ai fait un peu, c'est la préhistoire, mais c'est assez marrant. C'est-à-dire, ça coûtait très cher d'avoir des logiciels d'analyse technique, d'avoir ce type d'informations, d'avoir accès aux news économiques, etc. Aujourd'hui, avant, il fallait un Bloomberg. Aujourd'hui, un Bloomberg, ça ne sert à rien. À part pour faire joli et pour faire genre, on s'en fiche d'un Bloomberg. Et donc, aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à une information de très haut niveau. Donc, premièrement, il y a une vraie démocratisation des marchés financiers. Deuxièmement, tu as également énormément d'informations sur Internet. Auparavant, il n'y avait pas ce type de podcast. Auparavant, il fallait payer pour avoir accès à ce type d'informations. Aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, vous pouvez avoir accès à de très bonnes informations. Et puis, il y a plein d'outils. Mais, encore une fois, il y a ce côté sport de haut niveau. Tu vois, et le trading, c'est vraiment c'est un sport. Tu vois, le business, il y a des moments où tu coupes, etc. En trading, tu peux être face à tes écrans, tu peux être bloqué face à tes écrans, tu peux faire des bêtises, tu peux gagner beaucoup d'argent. Moi, j'en connais. J'ai des étudiants, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont tout perdu parce que psychologiquement, c'est très, très dur de gérer ses émotions face au marché financier. C'est pour ça que, pour moi, ça demande minimum 6 mois, 1 an, 2 ans pour vraiment devenir bon. Alors, Tammy, j'ai une question. Tu as traversé les époques donc, du monde du trading sur YouTube, infopreneur, etc. Combien as-tu vu donc, de stratégies ou de méthodes miraculeuses, donc pas le nombre exact, mais donc apparaître sur Internet et à la fois donc, la foule, le comportement moutonnier, tout miser sur elle. Genre à chaque fois qu'il y a une nouvelle méthode qui sort, tout le monde parle de cette méthode et à chaque fois c'est le même cycle. Après, les gens l'oublient, nouvelle méthode et c'est en boucle. Clairement, comment dirais-je, les phénomènes de mode et les comportements moutonniers. Moi, j'ai vu le scalping au carnet d'ordre, Ishimoku, etc. Et en fait, toutes ces méthodes sont probablement bonnes. Il y a probablement des gens qui gagnent de l'argent avec ces méthodes. En fait, le plus important, c'est de trouver la méthode qui vous corresponde.
Et à partir de là, vraiment tester là concrètement, c'est-à-dire analyser des graphes ou je ne sais pas moi, quelle est la méthode, mais il faut l'appliquer. Il faut également faire en sorte qu'elle corresponde à votre personnalité, à votre psychologie. Et puis, au départ, vous n'êtes pas sûr. C'est-à-dire, vous allez tâtonner, vous allez peut-être hésiter entre plusieurs approches, plusieurs méthodologies. Mais attention, toutes les méthodes marchent. Toutes les méthodes sont efficaces. C'est surtout le processus, le mindset, la régularité. C'est ça le plus important. Moi, à un certain moment, il y avait des querelles débiles. Il y avait des gens qui me disaient non, mais l'analyse technique ne marche pas, le carnet d'ordre marche. OK. D'autres, l'Ishimoku, c'est magnifique, c'est la 7e merveille du monde. Le RSI, c'est nul. Les indicateurs techniques, c'est nul. Et en fait, c'est des débats stériles. Et c'est vraiment stérile. C'est-à-dire, si ça te convient, c'est magnifique, tu vois. Mais le plus important, c'est pourquoi ça te convient. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu l'as testé? Est-ce que tu as travaillé avec pendant 6 mois, pendant 1 an? Et à partir de là, si ça te convient, magnifique. Parce que moi, encore une fois, moi, il me suffit d'avoir un graphique, quelques moyennes mobiles, et encore, je peux m'en passer. Le RSI, et encore, je peux m'en passer, et ça suffit. Tu vois, je n'ai pas besoin d'avoir plus d'infos. Il me faut un graphe, quelques moyennes mobiles, le RSI. À partir de là, les unités de temps, weekly, daily, horaire, 15 minutes peut-être pour affiner mes positions et 1 minute pour l'ouverture, surtout sur les marchés US, parce que le marché US, tu as toujours, tu vois, ça démarre très très fort, donc tu peux avoir des mouvements assez puissants. Tu as des actions qui prennent 15% en 1 heure, 20% en 1 heure. Donc le timing, la première heure et les premières minutes, c'est clé. C'est-à-dire tu peux faire ta journée en 1 heure, même en swing trading. Tu vois, parce que moi, c'est un peu la méthode que je privilégie aujourd'hui, même si voilà, j'ai fait pas mal de day trading, mais le day trading pour moi c'est intéressant, mais ça, je pense que tu peux faire mieux avec le swing trading parce que tu peux jouer des tendances et ce que je faisais pas avant. D'accord ? C'est la prochaine question, swing trading, voilà. La différence. Et donc, il peut m'arriver parfois, tu as des positions, tu prends tes bénéfices après. Pourquoi ? Parce que si le truc il a pris 15%, tu serais bête de ne pas prendre tes bénéfices après 1 heure. Tu vois. Et tu gardes une partie de la position, tu montes ton stop et tu laisses ta position, tu laisses le marché faire. Et ça, c'est clairement, tu combines de 2 styles. Mais encore une fois, à vous de trouver le style qui vous convient, de le tester, tu vois, peut-être que vous n'allez pas gagner d'argent au départ, mais encore une fois, évitez de tomber dans le syndrome de l'objet brillant, de la formule miracle. Ça n'existe pas. La bourse, tu prends Jesse Livermore, tu prends son bouquin Mémoire d'un spéculateur, rien n'a changé. Je parlais tout à l'heure de ma première expérience chez BBSP, cabinet d'analyse technique. Et c'est assez intéressant parce qu'avant de rejoindre ce cabinet, j'avais lu le bouquin Mémoire d'un spéculateur. Et je l'avais lu à plusieurs reprises. Et quand je suis rentré, je me suis dit, waouh, en fait, tout ce qu'il y a dans ce bouquin, on le retrouve dans la vraie vie. Et ce bouquin, rien n'a changé. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jesse Livermore. Il dit, il n'y a rien de nouveau en bourse parce que la nature humaine est toujours la nature humaine. Tu vois, la nature humaine est immuable. Les gens auront toujours des émotions. Regarde le Bitcoin, il y a beaucoup de gens, mais t'as mis, c'est une nouveauté. Non, c'est toujours la même chose. Tu vas voir le Bitcoin et puis tu vas voir un nouveau truc et tu auras toujours les mêmes phénomènes. Et les gens ne le comprennent pas. Et donc, la méthode, c'est un outil, d'accord ? Mais tu as besoin juste d'un graphe, quelques moyennes mobiles, et c'est tout. Après, tout le reste, c'est ton confort. C'est moi, par exemple, le RSI, j'adore parce que je l'utilise depuis des années. C'est mon confort perso. Mais tu n'as pas besoin de RSI, tu n'as pas besoin d'Ishimoku, tu n'as pas besoin même de bougies japonaises. Tu n'en as pas besoin. Moi, je pense que le plus gros problème, donc objet brillant, stratégie miracle, c'est que les gens, avant de se poser la question, est-ce que la stratégie est faite pour moi ? Ils vont se dire, je vais d'abord l'essayer. Et comme on est dans une industrie de l'attention, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a de moins en moins de personnes qui commencent à faire du trading sur du long terme. Ils vont essayer court terme, ils vont essayer la stratégie brillante, la stratégie miracle,
En fait, ces personnes-là, ils travaillent de 8h à 15h chaque jour et ils font du day trading. Enfin, c'est pas compatible. Et les gens, avant de choisir profil, ils vont choisir parce que la stratégie, tel influenceur l'utilise, celle-là, elle est populaire, du coup, je vais utiliser celle-ci. Au lieu de choisir, donc, avant, une stratégie qui colle à leur profil. Et moi, j'ai ça, donc, aussi parmi mes étudiants, qui vont faire ça parce que la stratégie, elle a l'air intéressante, mais ils se disent pas, est-ce qu'avec mes horaires, je peux pratiquer cette stratégie sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Exactement. Et Exactement. le problème, c'est que du coup, 6 mois après, quand ils ont vu qu'ils ne peuvent plus utiliser la stratégie miracle parce qu'ils n'ont pas les horaires ou même la vision des enfants, etc., ils se disent j'ai bossé 6 mois dans le vide et ils commencent à avoir déjà une charge en plus sur les épaules. Exact. Et déjà, il y a un gros paquet qui commence à abandonner. Et déjà, ça fait un tri sélectif. Mais je pense qu'un vrai conseil, que ça peut passer en l'air, ça peut paraître encore une fois trop facile, mais le profil de trader, juste regarder qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes horaires, et faire une stratégie en fonction, et pas faire une stratégie parce que lui fait ça. Ça tombe, il n'y a même pas la même vie, ça tombe, il n'y a pas d'enfant, ça tombe, il n'y a pas de charge, il est chez ses parents, enfin voilà. Et je trouve que c'est vraiment... Tu as tout dit. Et moi, par exemple, pourquoi le day trading ne m'intéresse pas aujourd'hui? Parce que j'ai une vie de famille. Je n'ai pas envie de rester 5 heures devant les écrans. Donc pour moi, 1 heure max, c'est-à-dire l'ouverture du marché US et 1 heure après, l'ouverture du marché US, c'est bon. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse plus. Et tu n'as pas besoin de rester plus longtemps. Alors bien sûr, tu peux avoir des opportunités, mais tu peux placer des ordres stop. Tu peux placer un ordre, tu vois, tu es déclenché, tu places ton stop. Tu n'as même pas besoin de regarder tes écrans. Donc pour moi, j'essaie d'être en mode le Pareto, tu vois, minimum de temps devant mes écrans. Minimum de temps. Et pourquoi? Parce que plus tu restes devant tes écrans, plus tu fais de conneries. Et si tu veux, on peut parler, donc on peut même rentrer dans un débat par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment, j'ai fait une vidéo sur ça. Et ça, c'est un peu plus poussé pour les débutants qui vont nous regarder. Mais comme tu dis, l'apport de temps que tu vas avoir par rapport à la récompense. Contrairement au business, où là, par exemple, si demain tu vas faire 10 vidéos YouTube, tu sais pertinemment que même si tu vas utiliser, je sais pas, par exemple 10 heures, tes vidéos YouTube vont quand même te rapporter quelque chose, même si tes vidéos ne vont pas marcher. Il y aura quand même des vues, des interactions, des commentaires, des j'aime. Là où le trading, il y a la face négative, où tu peux apporter 10 heures de ton temps et sortir de ta journée ou sortir de ton mois en négatif. Et perdre de l'argent, bien sûr. Et donc moi, je pense que le facteur la métrique la plus intéressante, c'est pas l'argent, c'est pas la stratégie, c'est vraiment le temps utilisé. Pour moi, c'est vraiment indéniable. Où on a un swing trader, on a un day trader, on va prendre des performances qui sont les mêmes, ok, sinon c'est trop facile. Là où le swing trader va utiliser 1 heure par jour, allez, 3-4 heures par semaine, où le day trader, lui, c'est un full-time, c'est 8 heures, 16 heures, on va dire. Il fait les 2 ouvertures, Londres, New York. À la fin du mois, certes, dans les moments positifs, les deux, ça sera bien. Lui aura gagné de l'argent, lui aura gagné de l'argent. Ils diront que leur système, c'est le meilleur. Mais le plus important, je pense, c'est vraiment au moment où il y a le mois de perte. Combien de temps j'ai utilisé pour avoir perdu tel bon temps? Exact. On aura le swing trader qui lui aura perdu très peu de temps, ou là, tout simplement, c'est pas grave. À côté, il a fait quoi? Il s'est occupé de sa famille, il a fait un business à côté, il a fait un job à côté, il a fait de l'argent, il a fait des choses. Là où le day trader, tout son temps est utilisé, scotché à un écran, pas profiter de sa famille, pas de choses à côté, pas d'activité. Et au final, je pense que actuellement, swing trading, tu es beaucoup plus heureux sur le long terme. Tu peux faire ça pendant une période, je pense, le day trading, mais pour moi, la métrique temps est trop importante dans des phases de drawdown. Et la phase de drawdown, elle peut durer plus d'un mois. Beaucoup de gens ne sont pas faits pour le trading. Beaucoup de gens ne doivent pas faire de trading. Et je pense qu'il faut une partie de votre argent, investissez-le. C'est-à-dire en bourse. On va en parler, mais immobilier, etc. C'est-à-dire qu'il faut être en quelque sorte, avoir un capital qui travaille pour toi et qui te permet d'être zen. Parce que le trading, voilà, tu peux, pendant plusieurs mois, ne rien gagner. Et ça va te frustrer. Si tu as besoin de cet argent, ça va te frustrer. Il faut également comprendre que, notamment en swing trading, tu as quelques fenêtres de tir sur une année. Tu as 3 à 6 mois où il y a vraiment, 3 à 4 mois où tu as vraiment des opportunités. Et tu as le reste du temps où le marché ne fait pas grand-chose, où tu vas perdre de l'argent. Rester patient ou soit tu es inactif. Exact. Et donc, si tu es capable d'être patient, de ne pas faire trop de conneries quand le marché ne fait rien, et de faire ce qu'il faut quand le marché te donne des opportunités, c'est là où tu vas cartonner. Mais pour ça, il faut être zen. Il faut avoir l'esprit libre. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas dépendre des marchés pour gagner ta vie. C'est-à-dire, si tu as besoin de la bourse pour gagner ta vie, surtout au début. Surtout au début. Après, à un certain moment, plus ton capital grossit, plus voilà, tu auras genre un compte dédié à tes dépenses, à tes charges. Et même si tu ne gagnes pas ou tu gagnes moyennement sur une année, ce n'est pas grave.
peux retirer et te dire... Exact. Mais il ne faut pas dépendre, surtout à tes débuts, du trading pour payer tes charges. Je te rejoins entièrement parce que, en fait, ça rejoint encore une fois ce que tu as dit précédemment, c'est que le problème des traders, la majorité des pertes viennent de la psychologie. Alors, si déjà tu ajoutes quelque chose en plus sur tes épaules qui est tes charges, si tu as des enfants, bah là c'est pire, hein, les enfants, je pense que si tu as des enfants et que tu fais du trading pour subvenir à leurs besoins, j'ai pas mal de cas dans mes étudiants, c'est Ben, je suis mère de famille, est-ce que si je me lance dans le trading, d'ici les 6 prochains mois, mes 2 enfants pourront... Je dis, c'est n'importe en quoi. fait, je lui dis tout simplement, ne te lance pas dans le trading. C'est vraiment la pire idée à faire. Et même, donc, à contrario, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, quelqu'un qui avait, je crois que c'était il y a 2 ans, 100 000 euros, il me dit, Ben, ok, je vais investir mes 100 000 euros dans un capital de trading. Je lui dis non. Mais Ben et tout, ouais, mais si je mets 100 000, je pourrais risquer autant, gagner autant. Je dis, mais non, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, ok, il voulait vraiment investir. Donc je lui dis, ok, t'investis tes 50 000, mais tes autres 50 000, tu les investis en bourse. Et tu risques, en fait, au lieu de risquer comment dire, un pourcentage de position par rapport à 100 000, tu risques par rapport à 50 000. Et si, au pire des cas, oui, tu pourras reprendre un peu, mais tu fais ça. Et il y a une phase de drawdown, il y a une phase où il a complètement arrêté parce que dans son plan, qui disait, par exemple, si tu perds autant de mois sur l'année, le reste de l'année, tu t'arrêtes. Donc, il était en stand-by, il y a ses investissements passifs du coup qui tournaient. Le trading, c'était mort cette année. Et c'était le moment où les marchés, pareil, remontaient à la hausse. Et en fait, toutes les pertes qu'il a fait en trading, du coup, sur la partie 50 000, ont été remboursées par l'investissement passif, là où les actions, il y a pas mal de TF aussi, World. Et ça a bien remonté son compte. Et il m'a dit merci Ben. Et maintenant, ce mec-là, du coup, il fait 25% de trading et 75% d'investissement long terme. Et du coup, je trouve que c'est un bon, pas tout mettre 100%. Pour moi, c'est un bon ratio. On va continuer. On va parler un peu du Bitcoin, un peu sujet. On est peut-être potentiellement dans un futur bull run. Est-ce que le Bitcoin a vraiment une utilité? C'est une question qui peut fâcher pas mal de personnes. Il y a des gens qui sont pro-crypto, il y a des gens qui sont pro-Bitcoin, idolâtrent le Bitcoin comme si c'était une entité divine. Et la promesse de base étant d'échapper donc au système bancaire traditionnel, d'avoir le contrôle sur notre argent et de devenir donc autonome. Cependant, donc plus ça évolue, moins la promesse semble réalisable, donc de part à l'État, qui veulent contrôler tout simplement les taxes sur les crypto-monnaies. Et j'aimerais donc avoir ton avis donc, sur l'état actuel du Bitcoin. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que l'État va laisser faire, par exemple, avoir quelqu'un qui n'a aucune trace sur un compte bancaire pour les blanchiments d'argent, enfin même la drogue, ça peut... Je pense pas que l'État, moi, va laisser... Moi, c'était mon message. Et je vois que tout ce que j'avais dit se réalise. En 2017, j'en parlais déjà. Les États ne vont jamais laisser ce type de monnaie se développer s'ils n'ont pas un contrôle sur ces monnaies. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? BlackRock devient le plus gros. Tu vois, et là, en fait, ça change complètement la donne, premièrement. Deuxièmement, est-ce que le Bitcoin a une utilité? Oui, en termes de réserve de valeur. C'est-à-dire que le gros avantage du Bitcoin, c'est qu'il est rare, d'accord? C'est que si le dollar continue de s'effondrer, si les monnaies continuent de s'effondrer, ça reste une réserve de valeur, un peu comme l'or, d'accord? Ça permet de protéger son argent de l'inflation. Ça a également une utilité dans les pays qui sont en zone de guerre, genre le Liban, qui n'ont pas de système financier stable. Et donc, dans ces pays, avoir du Bitcoin, c'est vraiment utile. Maintenant, les économies occidentales, les États-Unis, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, même Donald Trump l'avait dit. Il a dit on ne laissera jamais le Bitcoin dans la nature. On va toujours contrôler. La Chine a également interdit. On parlait le Maroc, c'est interdit. Tu vois, il y a des pays où c'est interdit d'avoir des crypto-monnaies. Ça ne veut pas dire que les gens ne les utilisent pas, mais c'est interdit par la loi. Donc, il y a ça. Et encore une fois, ça, c'est le côté... Est-ce que les États vont laisser faire? Non. Est-ce que les États aujourd'hui sont en train de resserrer les boulons, de vraiment cadrer la chose? Oui. Est-ce que les États... Pourquoi les États laissent faire? Parce qu'il y avait le truc, c'est ils éliminent, ils ne peuvent pas. Mais ils contrôlent aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu sais, même Sisi, quand même, qui est allé aux États-Unis, qui se retrouve en prison... C'est quand même dingue, c'est un milliardaire. Apparemment, c'est l'homme le plus riche des États, l'homme le plus riche qui est en prison aux États-Unis. Bravo, ouais. Bravo. Mais c'est ce que je disais. Les États-Unis, beaucoup de gens sous-estiment la puissance des États. Or, les États peuvent tout faire. Maintenant, l'utilité, c'est quoi? C'est premièrement, voilà, ce que j'ai dit, réserve de valeur. Si on a une inflation, si les monnaies s'effondrent dans les pays en voie de développement, etc. Mais moi, je considère encore une fois que c'est un actif qui est intéressant, mais ça reste spéculatif.
C'est-à-dire que il y a un doute. Tu vois, il y a un doute. Warren Buffett a dit, même si genre, tu me donnais tous les bitcoins du monde gratuitement, je ne les prendrais pas. Mais il le disait parce qu'effectivement, s'il y a tous les bitcoins, ben finalement, ça ne sert à rien. Ça vaut plus rien. Mais l'intérêt du bitcoin, c'est quoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. Il y a beaucoup de gens qui y adhèrent. C'est ça qui est intéressant avec le bitcoin. C'est pas est-ce que ça a de la valeur en soi. Non, ça n'a pas de valeur. Même le dollar n'a pas de valeur, même l'euro n'a pas de valeur. Si tu n'y crois pas, ça n'a pas de valeur. Même si, attention, la différence entre le bitcoin et le dollar et l'euro, c'est que derrière, il y a des États et derrière, ça a une valeur légale. Les monnaies ont une valeur légale. Hein. Tu vas chez un commerçant, tu lui dis, voilà, je veux acheter quelque chose avec des euros. Il ne peut pas te dire non. D'accord ? Légalement, il ne peut pas te dire non. Par contre, le bitcoin peut te dire, non, je ne veux pas de tes bitcoins. Et puis, le côté contrôle. Aujourd'hui, il y a des banques, je sais qu'à Singapour, dans d'autres pays, qui refusent d'ouvrir un compte si tu as des cryptos. J'ai eu un peu la même chose à Dubaï. Alors, dis-moi. Je ne sais pas si tu peux dire le nom de la banque, non. Mais explique un peu, tu peux le dire. Hein, ça... J'ai ouvert du coup mon compte pro Okay. il y a 2 ans de ça et j'ai dû valider un tampon, genre vraiment sur l'honneur avec un tampon comme quoi je pouvais pas mettre de crypto-monnaie sur le compte pro. Wow. Sur, Ok. Vraiment pas. Hein. Et ils m'ont Tu dit vois vraiment en rouge à la fin du contrat, si je mets des crypto-monnaies, s'il y a une source qui vient des crypto-monnaies, vraiment si je reçois de l'argent en crypto-monnaie, crypto-actif, n'importe quoi, ils sont possibilité de fermer le compte 14 jours. Et donc ça veut tout dire. Donc, et Dubaï, c'est quand même un État qui est quand même... Enfin, c'est une ville, c'est un émirat, mais qui est quand même ouvert aux cryptos. C'est incroyable ce que tu dis. Parce que moi, je n'ai pas eu de contact récemment avec mes banquiers, mais bon, voilà, moi, j'ai pas mal de comptes bancaires à Dubaï, mais c'est vrai qu'on ne m'a pas fait signer ça. Mais c'est récent alors. Ouais, c'est récent. C'est fou. 2022, j'ai eu ça. C'est fou. Et moi, du coup, comme toi, je pensais que Dubaï, c'est un peu les mecs qui oui. France, crypto, on va là-bas. Oui. Moi, ma banque, elle me fait signer ça, mais je me dis, mais comment ils font pour retirer leur fric? Ouais, c'est ça. Comment ils font? Et à mon avis, il y a d'autres banques, hein, bien sûr, qui acceptent. Mais je veux dire par là, il y a des banques qui sont vraiment anti-crypto-monnaie. Il y a des banques qui ne veulent pas du tout. Et moi, c'est pour ça que pourquoi je ne crois pas au Bitcoin et encore une fois, c'est que mon avis. Hein. J'ai des élèves qui investissent énormément d'argent dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, etc. C'est que c'est un peu comme la Joconde, quoi. C'est juste quelque chose que les gens idolâtrent. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a limité. Mais si demain la confiance elle perd, c'est pas atteindre zéro, quoi. Là où une action, par exemple, d'entreprise qui délivre un certain service, par exemple, je sais pas, je prends une entreprise qui recycle l'eau, même si personne croit en l'entreprise, elle va quand même aider le monde, elle va quand même apporter de la valeur. Là où elle recycle l'eau, il y aura toujours besoin de ça. La valeur d'une entreprise, elle est basée sur ses bénéfices futurs, les flux de trésorerie futurs. Donc, si elle dégage de l'argent, elle est valorisée. Après, bien évidemment, tu as des entreprises qui valent rien, qui ne gagnent pas d'argent et qui explosent en bourse. Et d'ailleurs, dans les valeurs, tu vois, qui explosent en bourse, tu as MicroStrategy. Moi, MicroStrategy, il y a 2 ans, 3 ans, je disais, cette action, elle est pourrie. Tu vois, je pense que c'était en 2022, quand elle s'est effondrée. Cette action. Et cette entreprise, elle ne gagnait pas d'argent. Saylor, le PDG, il achetait des bitcoins, etc. Et puis, j'ai changé d'avis cette année, d'ailleurs, parce que cette action, sur un plan technique, est devenue géniale. Sur un plan fondamental, je ne sais pas trop. Et ce n'est pas la meilleure action, mais sur un plan technique, elle est géniale. Et pour répondre vraiment à pour moi, en fait, il ne faut même pas se prendre la tête. C'est-à-dire, soit tu as une conviction haussière à long terme, super, et peut-être que ça va continuer de monter, etc. Mais c'est comme l'or. Tu vois, l'or, il y a eu des périodes, par exemple, entre 2010 et 2020, l'or n'a rien fait. Puis là, récemment, l'or a commencé à exploser à la hausse. On vient seulement de casser, je crois, le plus haut historique. Ouais. Il n'y a pas longtemps de ça. Il n'y a pas longtemps. Et le range a duré longtemps. Il a duré 10 ans. 13 ans. 13 ans. Donc ceux qui ont acheté par exemple de l'or en haut, ils viennent seulement d'être rentables. Ils ont perdu de l'argent au sens où il y a l'inflation également et que s'ils avaient investi sur des actions, ils auraient gagné beaucoup plus. Et on en revient au principe du momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est d'être sur les actifs qui pulsent. Et le but, encore une fois, c'est que si les gens veulent acheter du Bitcoin, nous, investisseurs, on ne doit pas se poser de questions. On va acheter du Bitcoin. Si les gens veulent acheter un producteur d'eau, par exemple, récemment, c'est First Solar Group qui a explosé en bourse. Je ne sais pas si tu as vu. Non. C'est une action, elle a explosé en bourse. Si les gens veulent acheter cette action, il faut l'acheter. En fait, il ne faut même pas se poser de questions. Et donc, par rapport aux cryptos, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que ça va disparaître. Peut-être que ça sera encore là dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être que la régulation fera que ça va devenir une industrie totalement normale.
Tu vois, même si la promesse de départ qui était on est indépendant des banques, on a une monnaie décentralisée qui ne dépend pas des États, etc., bah, cette promesse elle commence à devenir caduque. Mais encore une fois, nous, on s'en fiche. Tu vois, on ne fait pas de politique et on n'est pas dans les grands discours. C'est vrai. Si ça monte, on achète. Si ça s'effondre, bien sûr, techniquement, etc., il faudra sortir. Et moi, perso, je ne suis pas un investisseur, même si j'ai quelques petites positions. Je ne suis pas un investisseur, mais plus un spéculateur. C'est-à-dire, j'étais sur Coinbase, MicroStrategy, mais plus dans une optique swing. Okay, ouais. Pas dans une optique sortir, je le garde 10 ans. Non, je m'en fiche. Mais il faut bien comprendre, MicroStrategy a explosé à la hausse, Coinbase a explosé à la hausse. En quelques mois, je pense en un an, Coinbase a dû prendre 300%. MicroStrategy, ça a dû prendre 1000%, quelque chose comme ça. Okay. Tu vois, qu'est-ce que tu t'en fiches? Après, c'est bon, tu prends tes bénéfices et tu passes sur autre chose. Donc moi, je suis vraiment, aujourd'hui, dans une optique, tu vois, il ne faut même pas se poser de questions. Faire des longs discours sur est-ce que le Bitcoin, on s'en fiche. Tu vois, le Bitcoin, il est là. C'est un fait. Il y a des ETF. Là, récemment, il y a un ETF sur le TH, l'Ethereum. C'est bon, quoi. C'est-à-dire, et puis l'Ethereum est monté. En fait, il faut vraiment être en mode... Et techniquement parlant, c'était magnifique. Tu vois, point. Que me disent les graphes? Que me dit l'analyse technique? Est-ce que ça vaut le coup d'être un point à la ligne? Quand il y a un marché vraiment qui est populaire, il y a forcément beaucoup de volatilité. Donc, par exemple, moi, généralement, je trade... au début d'année, je fais un peu d'action. Et là, je me suis dit, je vais me concentrer sur les crypto-monnaies parce que si tout le monde parle du bull run, si tout le monde bull run, il y aura énormément d'argent injecté, donc forcément beaucoup de volatilité. Et là, il y a, par exemple, si on compare, au début d'année, c'était très bien les actions, mais là, actuellement, les crypto-monnaies, donc on n'est pas encore en bull run, mais quand ça rentre en bull run, les ratios risque-récompense, par là où je vais placer mon stop loss pour les débutants, comparé à la target que je vais me placer, ils vont être tellement énormes. Là où, par exemple, sur les actions, je peux faire des ratios de 4-5, qui est déjà très bien, sur les crypto-monnaies, ça peut être infini. J'ai déjà investi, par exemple, 150 € sur une position qui a fait x28. Parce que tout simplement, les gens pensent que ça va monter et tant que les gens ne pensent pas que ça va descendre, ça va continuer de monter. Là où les actions, il y a comme une valeur fondamentale. Ça peut aller vite et je sais pas, et ça peut aller vite, ça peut redescendre très vite. Et il y a également le problème de liquidité. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu une action qui a perdu 60%. En combien de temps? En 1 heure. Avant de venir au podcast, tu vois, je regardais cette action, alors je n'ai pas le nom, mais elle a perdu 60% en 1 heure. 60%. Elle a ouvert en gap haussier, 60%. Et on parle d'une action. Donc, c'est du sport. Et même le stop, alors je pense que tu aurais pu être stoppé, mais tu vois, il faut être vraiment, vraiment réactif. Alors là, c'est vraiment tout ce que tu as parlé, même dans tes vidéos, même actuellement dans l'interview. Donc, je sais que tu aimes analyser le comportement moutonnier, la psychologie des foules et le marché. Et donc, je ne sais pas si tu as lu la question, mais pour moi, l'actif financier qui reflète le plus donc la psychologie humaine, c'est le Bitcoin. Et je pense qu'on pourrait carrément faire un cours de psychologie juste en regardant son évolution et la réaction des gens. Et je trouve vraiment, celui qui veut se former en psychologie des intervenants, pour comprendre comment les gens réagissent sur des plus hauts au moment bien précis, le Bitcoin, c'est une vidéo éducative sur YouTube de la psychologie des intervenants. Je trouve c'est une masterclass sur la psychologie. C'est exact. Vrai. Et c'est vrai que je le suis depuis pas mal de temps et surtout la folie. La folie collective. Moi, je me souviens, en 2017, j'avais participé à un événement à l'Atlantis, à Dubaï, sur le Bitcoin, sur les cryptos. Et j'étais à côté d'un mec, donc, ancien banquier d'affaires, brésilien, qui parle français parfaitement, puisqu'il a bossé également en Suisse, donc il parle portugais, français, anglais, etc. Le mec, à l'origine, il était venu à Dubaï pour les relations commerciales entre les Émirats et l'Amérique latine. C'était ça son but. Puis il a dit, j'ai abandonné ce projet et là, je suis sur les cryptos. On parle de décembre 2017. Et là, moi, je commençais à parler aux gens. Et plus je parlais aux gens, plus je me disais, mais c'est la folie. Et le mec, il m'a dit, j'ai tout abandonné, j'ai tout mis mon argent sur les cryptos, etc. Tu sais ce qui s'est passé en 2017. Début 2018, le Bitcoin s'effondre. On a un crack terrible. Je pense que pendant plusieurs années, parce qu'il a commencé à repartir à la hausse en 2019, c'est ça. Et ensuite, en 2020, c'est là où on a eu le vrai retour du Bitcoin. Mais imagine, 2017 à 2020. Et ce gars-là, tu penses qu'en 3 ans, ça y est, il a tout perdu, il a probablement vendu et il s'est probablement reconverti. Et là, en fait, quand tu vois des gens brillants, banquiers,
qui parle plusieurs langues et qui, à un certain moment, devient complètement fou. Et là, plus je parlais aux gens et plus je me disais, mais ils sont fous. Et c'est là où, tu vois, il y a eu une folie collective comme Voilà. pas possible fin 2017. Et moi, j'ai dit, ça pue. Et je l'ai dit publiquement. Et là, je me suis fait insulter, incendier, tout ce que tu veux. Mais les faits m'ont donné raison. Le Bitcoin s'est effondré. Après, tu auras toujours des gens pour me dire, oui, mais t'as vu, il est monté par la suite. Oui, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la grande majorité des gens qui ont acheté, ils achètent au pire moment et ils vendent au pire moment. C'est ce que fait la foule. Et très peu de gens ont acheté quand il était sur les plus bas. Maintenant, pour nous, voilà, il faut garder son sang-froid. Et vraiment, c'est là où, pour moi, l'analyse technique est très puissante. L'analyse technique, elle ne va pas te faire rentrer sur les plus bas. Par exemple, moi, sur le Bitcoin, quand c'était à 3 000, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est au-dessus de 10 000 que ça m'intéressait. Beaucoup de gens vont dire, oui, mais tu as raté, j'aurais pu rentrer à 3 000, parce que je me suis fait insulter par rapport à ça. Et en fait, les gens, moi, je m'en fiche. Tu vois, si tu rentres tard, mais tu rentres au bon moment et tu as un bon timing, c'est ça ce qui est intéressant. Donc, le problème de l'analyse technique, alors pour certaines personnes, c'est que tu ne vas pas rentrer au plus bas. Mais tu t'en fiches. Attends. L'analyse fondamentale aussi. Mais l'analyse fondamentale, tu peux rester bloqué pendant des années et des années et des années. Et tu ne sais pas si ça va remonter un jour. Tu sais, par exemple, une action comme Cisco. Cisco, dans les années 90 et 2000, c'était la star. Tout le monde ne jurait que par... C'était le Apple. Okay. Le Apple de l'époque. Tout le monde ne jurait que par Cisco. Et bien, Cisco, après, a perdu 90% de sa valeur. Et aujourd'hui, elle a toujours pas renoué avec ses anciens niveaux. Celui qui a investi au plus haut, il n'a jamais été rentable. Jamais. Donc, et ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que, en fait, il faut avoir l'humilité de se dire tout est possible en bourse. Que ce soit le Bitcoin, que ce soit Apple, que ce soit même les actions, même les indices. Tu peux rentrer sur, par exemple, les indices, ceux qui ont investi en 2000, ils ont dû attendre 2009 pour récupérer leur mise, ou 2010. Tu vois, 10 ans. Parce qu'on a eu un crack, premier crack, hausse, puis deuxième crack, ce que l'on appelle la décennie perdue. Donc 10 ans de perdu. Et donc, pour moi, le risque, il est là. C'est qu'on peut avoir ça en bourse, mais également sur les cryptos. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut être technique. Il ne faut pas être en mode... Après, ça peut marcher. Tu peux être en mode espoir et tu tiens et tu dis j'y crois. Et si tu es jeune, on s'en fiche. Tu as 20 ans, 30 ans, ok. Mais la personne qui a 40, 50 piges, qui a une famille, etc. Non, calme-toi. Il y a quelque chose qui m'a fait rire que tu as dit. Tu as parlé du Bitcoin et tu as un commentaire qui dit ouais, ça a monté, ça a baissé. J'ai eu exactement la même chose en novembre. Je mettrai l'image à l'écran où je fais une vidéo basique, analyse des marchés. J'analyse les marchés, je passe un peu tous les actifs. J'arrive sur le Bitcoin, je trace une résistance, je trace un support et je me dis que techniquement parlant, si ça casse la résistance, on aura cassé 6 points hauts et qu'il y a une possibilité que le marché parte à la hausse. Scénario baissier, j'explique pareil pour le support, j'explique la même chose. Et là, pareil, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, non, comment tu peux faire des vidéos sur le trading et dire que le Bitcoin va monter ?» C'était en novembre, je mettrai l'épingle. Et du coup, j'ai épinglé son commentaire. J'avais pas, Ok. Et du coup, juste après, le Bitcoin avait cassé cette résistance. Et en fait, moi, je ne suis pas là pour dire ça va partir à la hausse ou partir à la baisse. Moi, je suis juste là pour faire des hypothèses, 2 scénarios, un acheteur, un vendeur, agir quand ça va respecter un de mes scénarios et agir. Je ne suis pas là à me dire « Oui, non ». En fait, moi, je suis vraiment sur ça très rationnel. Je ne vais jamais idolâtrer un sens du marché, vendeur, achat. Je vais juste attendre qu'il se passe quelque chose et juste rentrer. Il n'y a pas de... Principe de base, le marché a toujours raison. Nous, notre but, c'est pas d'imposer notre point de vue. C'est le marché qui va nous dire ce qu'il faut faire. À partir de là, c'est ça. C'est la partie stratégique. Et clairement, il y a des gens qui ne le comprennent pas, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas les marchés ou ils ne comprennent pas l'analyse technique. Le but de l'analyse technique, ce n'est pas d'avoir raison. Le but de l'analyse technique, c'est de te dire, voilà les probabilités. Est-ce qu'elles te sont favorables? Et à partir de là, quel est le risque que tu peux accepter? D'accord? Rentrer sur des niveaux où le risque est faible, où le potentiel de gain est important, et point à la ligne. Et accepter le fait que tu peux perdre. Et que, au-delà de ça, si tu travailles bien ton money management, tu peux avoir raison dans 25% des cas et cartonner financièrement. 25% des cas, pour les gens, c'est très peu. Mais en fait, non. Si tes gains représentent 5, 10 fois tes pertes, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir raison dans 50%, dans 60% des cas. 25%, 20% des cas, ça suffit pour gagner.
Et ça, psychologiquement, il faut l'accepter, mais c'est possible. Et je pense que la majorité ne le comprennent même pas. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le ratio risque-récompense. L'anecdote que j'ai, c'est il y a quelqu'un de ma communauté, j'avais affiché un screen où on avait codifié une stratégie qui avait 43% de rentabilité. Donc, tout fier, je mets le screen et tout. Il me dit, Ben, comment tu peux être content d'afficher une profitabilité de 43%? C'est-à-dire que tu perds plus que tu gagnes. En fait, ils n'ont pas la métrique du money management. Où là où donc pour les débutants qui vont nous regarder, tu peux perdre par exemple 20 euros, 20 euros, 20 euros. Mais si derrière tu gagnes 60, bah même avec un trade gagnant et 3 trades perdants, tu peux être even, ne pas perdre ni gagner d'argent. Et ça, c'est la métrique la plus importante. Le but, bah, comme vous dites, c'est pas d'avoir plus raison que tort. Le but, c'est d'avoir faire des hypothèses avec notre analyse technique. Et quand on gagne plus. Quand on perd toujours la même chose. Et je pense que c'est ce qui fait la différence en général. Hein. Il y a un trader qui a dit, un bon trader qui a dit la chose suivante, que moi je partage ce point de vue. C'est si tu as besoin d'avoir une probabilité de succès de 50% ou de 70% pour gagner de l'argent, c'est que ta méthode n'est pas bonne. Donc, il faut vraiment comprendre l'importance de la probabilité de succès. Et le but, si tu as une probabilité de succès de 20% ou 25% et que tu es capable de générer de la performance, alors si tu as une probabilité de succès de 50% ou de 60%, là, tu cartonnes tout. Clairement. Moi, je vais regarder les probabilités. Je ne sais pas si vous connaissez Aladdin, lié à BlackRock. BlackRock, oui. Ouais. Et je regardais les pourcentages de rentabilité où bah, ils n'étaient pas, c'est pas 90%, je crois que c'était 60-70%. Enfin, ça vaut combien? Ça vaut des milliards ce truc, c'est un monstre. Et bah, déjà, nous, en tant que retail, en tant qu'indépendant, ça ne sera jamais possible d'avoir le même pourcentage de réussite que ça. Je voulais revenir également sur un point que je n'ai pas trop développé, sur la partie analyse technique. Pourquoi l'analyse technique est intéressante? Tu parlais de BlackRock et c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais en parler. Et nous, les retail, c'est-à-dire on n'a pas accès à toute l'information. Et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais il y a une chose qu'on a, c'est les volumes, le marché, tu vois, et l'évolution du marché. Et un institutionnel, quand il va vouloir acheter une action, il va acheter une grosse position, généralement, il ne va pas le faire en un jour. Il va le faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Genre Warren Buffett, quand il va acheter sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Même vendre aussi. Et quand il va vendre, la même chose. Vrai. Il ne peut pas tout vendre en un jour. Et donc, nous, ça nous donne une info. Donc, quand tu vois, par exemple, une action, tu vas voir les volumes, tu vas voir cette action, comment elle va évoluer, comment elle va se comporter. Et là, en fait, c'est les institutionnels qui représentent 70% du marché. 70% du marché sont les institutionnels parce qu'ils ont une grosse capacité de frappe, parce qu'ils disposent de liquidités très importantes et parce qu'ils sont le marché. Et nous, et c'est là où l'analyse technique est intéressante, c'est que l'analyse technique, elle te permet d'analyser tout simplement comment dirais-je, les traces. Elle laisse des traces. Elle laisse des traces. Donc les volumes, l'évolution des cours, et par exemple, tu as une nouvelle négative et le titre qui monte, ok. Ou alors, tu as la fin du monde, par exemple, Tesla en 2020. Tesla en 2020 et Zoom également. Tu as le marché qui s'effondre et tu as Tesla qui baisse, mais moins fortement et qui tient bien. Tu as Zoom également qui tient bien. Pourquoi? Parce que tu avais déjà des gros investisseurs qui commençaient à mettre de l'argent sur ces actions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le marché remontait à la hausse, quelles sont les actions qui ont explosé? Tesla, Zoom, elles ont explosé. Tesla a pris plus de 1000%. Zoom, je pense 700-800%. Parce que derrière, il y avait déjà des mains fortes qui commençaient à accumuler. Par contre, et moi à l'époque, j'en avais parlé, j'avais dit attention à des actions comme Air France, comme Renault. Je n'étais pas très... Et Air France n'a rien fait. Tu vois? Et beaucoup de gens, encore une fois, quand ils voient une action Air France s'effondrer, ils se disent ça y est, c'est une opportunité. Non, une action s'effondre, elle peut rester très basse tant qu'il n'y a pas d'acheteur. Donc, très important pour nous d'étudier les volumes et que fait le marché, que font les opérateurs. Et c'est là où nous, on a un avantage parce que les institutionnels ne peuvent pas faire ça. Ils veulent acheter pour 1 milliard, 10 milliards de dollars. Ils ne vont pas le faire en un jour. Ils vont le faire pour des raisons fondamentales, très souvent, mais ils ne peuvent pas le faire en un jour. Donc, ils n'ont pas le choix que d'acheter sur... Et nous, par contre, on peut regarder un graphe et très rapidement, tu vois, il y a des acheteurs. Il y a des gars qui sont en train d'acheter. Et ça, tu peux le cerner très rapidement avec un graphe. Là où eux, ils ne peuvent pas le faire. Et eux, ils sont bloqués, quoi. C'est-à-dire, à un certain moment, ils courent derrière les actions. Tu sais, quand, par exemple, tu as des Nvidia. Tu as vu quand les résultats, ils ont été publiés et que tu as eu la cassure, tu as eu un gap haussier, tu as des volumes exceptionnels.
qu'est-ce que ça veut dire? Un volume exceptionnel, ça veut dire que tout le monde était en train d'acheter. Et ce n'est pas des particuliers, c'est des institutionnels. Tout le monde achète. Et après, tu voyais le titre qui montait. Ben, les institutionnels, ils étaient en train d'acheter. Et ils ont continué d'acheter. Alors, Tammy, j'ai une petite surprise. Donc, il y a 6 ans en arrière, je regardais une de tes vidéos qui m'a fait vraiment changer de vie. Je peux le dire clairement, changer de vie, changer de mindset et qui m'a ouvert les yeux. Donc, j'aimerais bien que tu la regardes parce que je pense pas que tu regardes tes vidéos tout le temps. Pas toujours. Parce que vu le nombre de vidéos sur la chaîne, il y en a beaucoup. Non, j'aimerais que tu regardes cette vidéo. Allez, donne-moi ça. Ok, moi je suis sur YouTube, mais il y a des petits jeunes, les gars, ils n'ont aucun diplôme. Ils viennent de nulle part. Ils parlent à peine bien français. Ça. Dans chaque phrase, il y a 10 000 fautes. Vous le savez. Pourtant, ils cartonnent. Pourquoi? Ils ont osé faire ce que vous avez la trouille de faire. Ils ont osé faire ce que vous avez la trouille de faire. Il n'y a pas 10 000 raisons. Ils n'ont rien plus que vous. Juste, ils l'ont fait. Vous allez philosopher toute votre vie et vous ne ferez rien. Et vous direz à la fin de votre vie, merde, j'ai fait les meilleures études, j'avais les meilleurs diplômes, je suis intelligent et j'ai galéré toute ma vie financièrement. Ah oui, tu n'as pas fait ce que les autres ont osé faire. Cette vidéo elle est puissante, les amis. Ça vaut de l'or. Ce que je viens de vous dire, ça vaut des dizaines de milliers d'euros. Vous me remercierez plus tard. Et aujourd'hui, en attendant, appliquez. Bah tu vois, moi je te remercie donc maintenant. Ouais. Je te remercie maintenant parce que tu dis des dizaines de milliers. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus. Ça va vraiment transformer ma vie. Je me suis dit, en vrai, il a complètement raison. Il y a peut-être des gens plus intelligents que moi, mais qui, eux, vont pas oser se lancer. Ils vont juste te dire, ah oui, je suis pas. En vrai, il faut juste se lancer et après voir. Et après, tu peux aussi prendre tes erreurs. Et donc cette vidéo, elle t'a impacté? Ah, moi, cette vidéo, je me suis dit, c'est un pack de vidéos, pas qu'une vidéo. Ouais, je me suis dit, mais cette vidéo, je me suis dit, c'est vrai. Et je regarde, en plus, moi, je suis de l'ère Internet, je suis jeune, je suis né en 97, où j'ai grandi dans Internet. Je me dis, n'importe qui peut devenir vraiment sur Internet n'importe qui. Et je me suis dit, pire des cas, j'ai 1 an à perdre. Je vais essayer, voir si ça marche ou pas. Sauf que moi, le début était très difficile. Par exemple, on va prendre l'exemple de YouTube. 1 an pour 1000 abonnés. Sauf que là, ça va faire 4 ans et j'arrive aux 100 000 abonnés. Et tu étais dans l'armée avant? Je fais 4 ans. Les gens de ma communauté le savent, mais je fais 4 ans. Ils peuvent appeler le régiment. J'ai fait 4 ans au 13e régiment de génie. J'étais génie combat. Écoute, par rapport à cette vidéo et par rapport à la chaîne YouTube, clairement, et ce que je disais, le message, il est profond, mais beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Toi, tu l'as compris. Et bravo. Et tu sais que j'avais une personne qui m'a dit, tu sais, à un certain moment, j'avais fait une vidéo sur HEC, Paris. Et je disais, beaucoup de gens, ils n'osent pas, etc., parce qu'ils se disent, c'est pas pour moi. Comme moi, moi, à un certain moment, je me disais, c'est pas pour moi, etc. Syndrome de l'imposteur, un peu. Où tu as des croyances limitantes, où tu as des blocages. Parce que là, c'est même pas le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de te dire, c'est trop pour moi, je suis pas assez, tu vois. Et la personne m'a écrit, m'a dit, Tammy, j'ai regardé cette vidéo, j'ai passé le concours d'HEC et j'ai été accepté à HEC, merci beaucoup. Je pense que moi, j'ai des amis qui ont fait de très bonnes études et qui ont la trouille et qui sont dans leur petite vie confortable et qui vivent dans une zone sécurisée. Zone de confort. Zone de confort. Et ils se disent, non mais je pourrais pas, ou c'est trop dangereux. Et toi, tu viens, tu regardes ma vidéo et tu te dis, bon, il n'y a pas que ça, mais ça t'a donné le déclic. Et tu sais, le nombre de personnes, mais même Yomi, tu vois, il m'avait appelé à l'époque, c'était qu'en 2019 ou 2017 il m'avait écrit, il m'avait appelé, il voulait absolument me parler, etc. Il m'avait dit ma chaîne YouTube l'avait motivé, etc. Et c'est fou, c'est-à-dire cette chaîne YouTube, elle a eu un impact considérable. Je suis très, très content d'apprendre, de voir ton évolution. Bravo. Franchement, c'est top. Et du coup, dernière question, et un peu le mot de la fin. Ouais. Donc, agir ou mourir, c'est un peu la devise, c'est un peu ta devise. Et j'aimerais que tu donnes donc à la nouvelle génération une petite claque derrière la tête, une simple petite claque pour leur faire prendre conscience et comprendre qu'en 2024, n'importe qui peut réussir s'il respecte la chronologie donc du mot agir que tu énonces dans ton livre. Et tout le monde peut réussir et tout simplement, j'en suis là. Alors, j'ai pas dit agir ou mourir, mais agir ou subir. D'accord. C'est un peu le mindset. Voilà. C'est un peu le mindset. Mourir, non. Parce que, tu vois, parce que moi, justement, je pense que, tu vois, il y a cette logique du plan B. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir de plan B, il faut brûler les navires, il faut y aller. C'est soit j'agis, soit je meurs. Et moi, j'y crois pas trop. C'est-à-dire, je me dis, il y a beaucoup de gens qui meurent, tu vois, et qui ne vont jamais avoir de résultats.
Et pourquoi? Parce qu'ils vont brûler les navires, ils vont prendre des risques trop importants, alors que ça ne sert à rien. Tu peux avoir des résultats incroyables sans prendre des risques, parce que toi, tu n'as pas pris des risques incroyables. Mais j'avais rien, donc je ne Voilà. pouvais pas prendre de risques. Tu n'as pas pris de risques incroyables. Je vivais chez mes parents, j'avais pas de... Donc, Ouais. tu vois, c'est pas mourir. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as un autre job, ou tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Donc, il faut vraiment comprendre que le but de ce message, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, les choses elles vont se précipiter. Tu vois, on a une crise, on a des guerres, on a des régimes de retraite qui sont à l'agonie, on a des économies qui sont de plus en plus dépassées. Et aujourd'hui, tu vois, tu peux être soit en mode tu comptes sur l'État, tu comptes sur la providence, tu comptes sur ton entreprise. Par exemple, moi récemment, il y a un étudiant, il a rejoint ma formation, il dit Tammy, voilà, je viens d'être viré, j'ai 45 piges, après, alors que j'ai bossé 20 ans dans la même entreprise. Et ils l'ont viré. Et ça va être de plus en plus le cas. Et donc, il a fait confiance dans cette entreprise, il a misé toute son énergie dans cette entreprise pour se faire virer. Et donc, ne faites pas confiance aux entreprises, même si, encore une fois, faites votre job, soyez sérieux, mais dites-vous que le monde de demain sera impitoyable. Donc, à partir de là, pour moi, la claque, elle est très simple. C'est-à-dire, le plus important, c'est de se dire, est-ce que tu veux souffrir? Voilà, vraiment souffrir. Parce que on sort d'une période où les gens pouvaient avoir un job, pouvaient avoir une sécurité, pouvaient avoir le chômage, pouvaient avoir la santé, à un monde où même la santé est de plus en plus laisse à désirer, le système éducatif est moyen, les entreprises, ça va aller très très vite, tu vois. Et donc, il faut être plus aujourd'hui dans une optique de se protéger un maximum. Et comment se protéger? Ben, il faut véritablement se former, donc apprendre tu vois, il faut apprendre, développer des compétences, etc., gagner plus d'argent, investir son argent, réussir sa vie. Et le agir, moi, je vous invite à lire le bouquin ou même à écouter mon audiobook. Il est gratuit et je l'ai fait gratuit parce que je pense que c'est un message. Tu as lu mon bouquin? Oui, voilà. Mais texte, pas audio. Le texte. Et ben voilà, il faut le lire. Il faut l'écouter parce que je pense que ce bouquin, tu vois, moi, j'ai mis dans ce bouquin ce que j'aurais dû, ce qu'on ne m'a pas appris. Tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est si tu ne bouges pas, si tu n'es pas en mode agir, tu risques de le regretter toute ta vie. Ok, top, Tammy. En tout cas, merci pour ta venue. Franchement, j'ai adoré discuter avec toi. On va pas continuer, mais j'aurais bien aimé aussi parler de l'IA par rapport à ce que tu dis. Parce que l'IA, je pense que ça rajoute une couche supplémentaire de faut se former, faut se sécuriser. Il faut pas penser que les États, parce que quand ils vont remplacer à l'aéroport de Dubaï, je le vois, je pose ma valise, il n'y a même plus personne. Exact. Je pose ma valise, ça scanne, ça me donne mon ticket. Bientôt, les taxis, il n'y aura plus de chauffeurs. Un emploi en moins. Et comme ça, je vais à la caisse, pareil, automatique. Il n'y a plus de caissière. Et de plus en plus, et je pense qu'il faut vraiment réagir maintenant, surtout pour les gens 30-40 ans, sinon ça peut aller très vite, très vite, où tu n'as plus de boulot. On sait pas de quoi demain sera fait. Et beaucoup de gens, ils pensent, ouais, Tammy, il parle d'argent. Non, Tammy, voilà, moi, je suis en mode survie. Là, il faut être en mode avoir un patrimoine, avoir de l'argent, se protéger sa famille. Et si vous ne le faites pas, vous allez le payer au prix fort. Merci, Tammy, en tout cas. Merci beaucoup, Agir. Merci. Et merci beaucoup pour ta venue. Et les amis, n'oubliez pas d'agir. Merci beaucoup, Tammy. Top.